Selon Lao Tse, mieux vaut allumer une bougie que maudire les ténèbres. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes avec Idriss Aberkane. Idriss, bonjour. Salut. Alors Idriss, merci beaucoup déjà d'avoir accepté de nous rencontrer, nous avoir fait confiance sur ce coup-là. C'est un vrai plaisir d'être ici avec toi. Alors, première question, première chose, te présente-t-on encore? Et si oui, comment on fait? Bah écoute, présente-moi comme Idriss Aberkane. Je m'appelle Idriss donc parce que mon père était fan d'Idriss Shah, un grand maître soufi du XXe siècle. Moi, je suis effectivement, au départ, j'ai commencé comme consultant international, je conseillais différentes boîtes. Aujourd'hui, j'en ai créé parce que mon mentor Gunther Pauli me disait toujours la meilleure façon de le dire, c'est de le faire. Donc aujourd'hui, j'ai créé des boîtes. Ici, on est dans les locaux d'une de mes boîtes et de ma fondation qui s'appelle Bioniria et dont le métier est de faire en sorte qu'un jour les chefs d'État préfèrent trouver de la biodiversité que du pétrole sur leur territoire, avec évidemment comme raisonnement que la connaissance vaut plus cher que le pétrole et la nature est le plus gros gisement de connaissances sur Terre. Donc voilà, aujourd'hui tu peux dire que je suis président fondateur de fondation. C'est quand je passe une frontière, tu dois mettre profession, c'est ça que je mets. Voilà. Ok, c'est vrai que tu as beaucoup de casquettes, on sait que tu es multifacette. Moi, ce qui m'amène à toi aujourd'hui, c'est que j'ai découvert ton travail via une vidéo sur YouTube. Il me semble que tu donnais un séminaire au salon marocain de l'éducation et de la pédagogie. Oui, bon sang, ça rajeunira personne, mais ouais. Et donc, salon dans lequel tu mettais en lumière en fait les dysfonctionnements du système éducatif français tel que tu les percevais, et tu apportais aussi des débuts de solutions, limite essentielles. Mais c'est comme si c'était révolutionnaire un petit peu tout ça. Ouais, ridicule, dangereux, évident, mais tu le vois avec les travaux d'une collègue qui sont bien plus poussés que les miens, et c'est Céline Alvarez. Céline Alvarez, elle apprend à lire, écrire, compter, diviser à tous ses élèves de maternelle vers 4-5 ans, et elle se fait pousser dehors. C'est extraordinaire, c'est-à-dire que la bureaucratie, c'est quand la procédure est plus importante que le résultat. Et tu le vois, c'est-à-dire le monde éducatif français, académique, je pourrais parler du monde universitaire aussi, et soviétique. C'est soviétique. C'est la maison qui rend fou d'Astérix, c'est une procédure complètement monolithique avec un millefeuille de malades hiérarchiques qui ne laisse plus aucune place à l'innovation, à la créativité au bas de l'échelle. C'est entièrement pyramidal. Donc les praticiens, les gars qui sont devant les élèves, il n'y a aucune place pour leur vocation. Ta vocation de prof ne t'aidera pas à faire carrière. Plus tu mets de vocation dans ta carrière de prof, moins tu feras carrière. C'est extraordinaire. Il faut que tu mettes de la conformité. Plus tu mets de conformité, plus tu feras carrière. Regarde, en France, par exemple, pour passer le CAPES ou la GREG, et en particulier la GREG, tu dois préparer un cours. Donc, tu dois préparer un cours, normalement, qui serait le cours idéal. Sauf que ce cours, tu ne le donnes pas à des élèves, tu le donnes à tes pairs. Et quand tu prépares un produit pour tes pairs, tu prépares de la merde. Pense à un défilé de mode. Un défilé de mode où personne ne va porter les fringues que tu vois. Pourquoi ça existe encore? Parce qu'un défilé de mode où personne ne portera jamais ses fringues, c'est un défilé de mode pour les pairs. C'est des créateurs entre eux qui disent « Oh non mais regarde, oh, le pied de poule, c'est pourri. Moi je vais te faire un truc déstructuré, machin. » Non mais ça coûte 15 000 balles, personne ne va jamais le porter. Ouais mais alors, Karl Lagerfeld, t'inquiète pas, il l'a vu, hein, ça va lui rester dans la tête. Quand tu designes un produit pour tes pairs, personne ne va l'utiliser, ce produit. Pense aussi dans le design, je ne sais pas si tu as déjà vu le presse-citron de Stark. Ah putain, le presse-citron de Stark, c'est magnifique. C'est un magnifique presse-citron. Tu vas jamais t'en servir. De ta life, tu vas jamais t'en servir. Le truc, on dirait une sorte de robot de StarCraft 2. C'est un machin sur des pattes, avec la forme d'un presse-citron, mais déstructuré sur des pattes. Et c'est censé couler le long de la forme. C'est beau, tu le mets sur la cheminée, c'est cool. Personne ne va s'en servir. Quand tu conçois un produit pour tes pairs, c'est ça que tu fais. Quand tu conçois un produit pour l'utilisateur final, là tu fais un bon produit. Oui, mais justement, là, voilà. c'est ça, c'est que là, c'est pas pensé pour l'élève en particulier. L'utilisateur final, on s'en contrebat les couilles, Ouais. très très clair. C'est ce qui se ressent. Tu fais pas carrière. Regarde, mais j'en suis un exemple parfait. J'avais les meilleures évaluations de mes élèves à Centrale. À Centrale, j'ai créé un cours, le cours géopolitique et économie de la connaissance. J'avais les meilleures évals de tout le master. Tu crois que j'ai fait carrière à Centrale, honnêtement? J'étais même pas fonctionnaire, j'avais aucune chance d'avoir un plan de carrière parce que de toute façon, je pouvais faire le meilleur cours du monde, ça n'entrait absolument pas en ligne de compte. Dans le plan de carrière, ce qui compte, c'est ta relation avec tes pairs. Pour l'éducation nationale, c'est encore pire que ça. C'est ta relation avec ta hiérarchie et avec tes pairs qui compte. La relation avec tes élèves, on s'en fout complètement. J'avais un collègue, Jean-Yves Heurtebise, il s'appelait. Il était professeur de philo à Marseille. Il a fait avoir à sa classe les meilleures notes au bac
moyenne plus note individuelle. C'est-à-dire il a eu la meilleure moyenne depuis 10 ans de tout le putain de rectorat. Et ses élèves l'adoraient tellement qu'ils lui ont fait une page In Heurtebise We Trust. Non mais t'imagines, ce mec, il s'est fait contrôler. Il y a eu un inspecteur. Il a fait... Attends, le gars, il a un doctorat de philo. L'inspecteur, il avait une licence. L'inspecteur se pointe, fait « Non, mais c'est pas normal, là. Vos élèves s'amusent. » Oui, mais vous avez vu les notes qu'ils ont eues au bac blanc? Vos élèves s'amusent, disais-je. Donc, bon... et bah écoute, Jean-Yves, il s'est cassé à Taïwan, il enseigne dans le supérieur là-bas et la France ne le reverra plus jamais, quoi. Et Céline Alvarez, elle s'est cassée en Belgique et la France ne la reverra plus jamais non plus. Donc c'est ça, quand l'éducnat, de plus en plus, notre modèle éducatif, et un cours d'agrég, c'est ça, c'est-à-dire tu prépares un cours à l'agrég quand tu passes l'examen. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire le cours le plus compliqué possible, parce qu'il faut que tu impressionnes les mecs qui sont en train de t'auditionner. Donc tu dois les impressionner, ce qui va que tu vas dégainer toute la complexité possible parce que tu fais un cours pour des gens qui connaissent déjà le contenu. Donc tu vas leur faire le cours le plus hardcore possible. Et le souci d'efficacité de transmission de l'info, du coup, il est où? C'est pas là-dessus que tu es sélectionné. Tu passes la grecque, tu n'es pas sélectionné là-dessus, vu que tu es sélectionné sur ta capacité à montrer que tu maîtrises la complexité. Exactement comme un de ces putains de vêtements de défilé de mode que personne portera. Ah oui, mais regardez-moi cette surpiqûre de malade. Ouais, très bien. Tu as montré ta technicité, ensuite on t'envoie en ZEP, et là c'est le drame. Donc, il faut remettre l'élève et le parent d'élève au centre de l'offre éducative. C'est la base. Et exactement pareil pour le supérieur. Mais tant qu'on fera pas ça, on n'ira nulle part. Alors j'aimerais qu'on prenne un petit temps justement pour imaginer, sans limite de budget aucune, ce qui selon toi serait un système éducatif fonctionnel et respectueux de l'humanité. Alors pour moi c'est ce que tu vois à Singapour, c'est ce que tu vois dans la Silicon Valley, mais pour l'instant dans la Silicon Valley ça coûte une blinde. À Singapour c'est gratuit, mais dans la Silicon Valley ça coûte une blinde, enfin rien n'est gratuit. Mais à Singapour ça fait partie du lot fiscal pour l'enseignement primaire, secondaire et en particulier même maternel. Ça fait partie du lot, tu es à Singapour, tu as accès à cette éducation parce que je ne sais plus quel politicien a dit si vous pensez que la connaissance est chère, essayez l'ignorance. Mais dans la Silicon Valley, ça peut faire des écoles à 30 000 balles par an, donc là on parle bien limite, sans limite de budget. En réalité, tu as deux systèmes éducatifs qui sont opposables entre la Renaissance et maintenant. Le système éducatif actuel, il a la grande qualité qu'il est scalable, pour utiliser des termes de start-up. Normalement, alors je dis normalement parce que tu prends McDonald's ou Starbucks, leur métier c'est d'offrir le même produit partout. C'est un métier, il y a une vertu là-dedans. Il y a beaucoup de vices dans McDonald's, je pense que c'est pas facile, c'est pas la peine de les rappeler, mais c'est même facile de les identifier. Mais il y a quelques vertus profondes. La capacité à servir le même produit n'importe où dans le monde, c'est d'un point de vue organisationnel très compliqué en fait. Et le Big Mac est tellement le même produit partout qu'il y a un Big Mac Index pour mesurer le niveau de vie. Par exemple ici on est en Suisse, le Big Mac doit être à 7 balles, un truc comme ça. Pour mesurer le niveau de vie d'un pays, on regarde combien coûte le Big Mac. Genre en Ukraine ça doit être 1,50 $, en Suisse ça doit être 7,50 $, et puis tu as tous les écarts entre les deux. La capacité à produire le même Big Mac partout, c'était censé être le but de l'éducation nationale. C'est-à-dire tu as le même programme, et on a tellement, structuré avec des programmes, avec de l'inspection, que normalement, tu dois avoir la même offre pédagogique dans n'importe quelle école de la République. C'est ça la cible. Bon, c'est pas le cas. Je veux dire, quelqu'un qui a Henri IV, c'est un public Henri IV, faut pas l'oublier. Quelqu'un qui a Henri IV, il n'a pas la même offre éducative, quelqu'un qui sera au lycée Jean Jaurès de n'importe quelle ville de banlieue. Et ça, c'est un échec. Mais, sur le papier, c'est une qualité du système éducatif de pouvoir servir 1 million de couverts par jour. Il est scalable. Maintenant, pour être scalable, il faut un menu restreint à l'heure actuelle. Et donc, un McDo, ils ont quoi? 7 offres différentes, je dirais. L'éducnat, menu restreint. Bon, maintenant, l'idéal, c'était Léonard de Vinci et François Ier. Léonard de Vinci et François Ier, là, tu as le roi en face. Donc, tu ne peux pas dire qu'il a tort. Tu ne peux pas dire que c'est un mauvais élève. Tu ne peux pas l'insulter. C'est le roi. Il est au-dessus de toi. Tu dois le traiter comme un prince, c'est le roi. Mais son attention va être très difficile à agrafer parce qu'il a la chasse, il a les galanteries de palais, il a la guerre. Donc tu vas devoir mettre un niveau d'ergonomie et de captation, de fascination, c'est-à-dire la Mesmer, quoi, fascinateur. Tu vas devoir mettre un niveau de fascination intense dans ta relation pédagogique avec ton élève, et du coup tu vas lui donner beaucoup d'attention et beaucoup de ton temps. La contrepartie, c'est que ça coûte très cher. Alors l'enseignement idéal, c'est celui-là, mais il coûte très cher. Il n'est pas scalable. Il n'y a que le roi qui peut se le payer. L'enseignement actuel,
il est scalable, alors bon, je te dis, hein, avec quelques erreurs, hein, parce qu'on ne peut vraiment pas dire que l'école de la République soit scalable, ça serait un mensonge absolu. Tu n'as pas la même offre pédagogique par Henri IV qu'un lycée de banlieue, et je suis bien placé pour le savoir. Mais si on avait scalabilité et ergonomie, là on aurait le meilleur des deux mondes. Là, on aurait l'enseignement parfait. Et ça, c'est la bottega de la Renaissance et l'atelier. L'école 42 s'en rapproche de plus en plus. Ce que fait l'école 42, c'est un retour où la note, c'est le résultat. Tu as certaines disciplines où la note, c'est le résultat. Par exemple, la pâtisserie, tu peux dire à un mec, ah, je lui ai mis 20 sur 20. Non, non, mais si son fraisier ne tient pas la route, il n'a pas eu 20 sur 20. N'importe quel imbécile, il sait qu'en pâtisserie, la note, c'est ce que tu as produit. Et le reste, on s'en fout. Il y a des métiers, pas forcément d'ailleurs que des métiers manuels, hein, ça peut être des métiers intellectuels, et c'est ce que fait 42 avec la programmation, où la note est le résultat. Eh bien, cet atelier de la Renaissance, où tu n'apprends des contenus que quand tu en as besoin, c'est-à-dire Léonard, il apprenait dans la bottega de Verrocchio à Florence, parce qu'il admirait la coupole de Brunelleschi, la coupole du Grand Dôme de Florence, qui était le chef-d'œuvre de l'époque. Il apprenait l'ingénierie de cette manière, en la regardant. Avant, tu avais les chantiers des cathédrales, où on apprenait quelque chose sur le tas, avec un besoin précis à livrer en bout de chaîne. Cet apprentissage à la volée et avec une motivation concrète, c'est-à-dire j'ai un client à livrer, j'ai quelque chose à faire de concret, j'ai un logiciel à l'école 42, ça, c'est le meilleur apprentissage qu'on puisse faire. Et dès 8 ans, en fait, des élèves peuvent sans aucun problème participer à un atelier, même avec des mentors de 16 ans, 18 ans, même dans des cas, tu sais, dans le temps, au Royaume-Uni, tu pouvais finir capitaine, je crois au XVIIIe siècle, à 18 ans. Peut-être pas chef du navire, mais tu pouvais finir officier à 18 ans. Tu pouvais avoir fait un apprentissage de comment gérer un navire, ce qui est extrêmement compliqué. Tu commençais à 12 ans. Donc c'est possible d'avoir des métiers intellectuels compliqués. Je pense il y a un gamin, c'était le fils de 2 archéologues, il les accompagnait sur le terrain. Et à 14 ans, il a traduit un langage toltèque. Je ne sais plus lequel, mais c'est le premier à avoir déchiffré un langage toltèque à 14 ans. Donc ça te montre que tu peux apprendre quelque chose quand les conditions du mentorat sont réunies. Le mentorat, c'est la base de l'ergonomie humaine dans l'apprentissage. Je veux dire, le meilleur apprentissage, c'est quand tu as un mentor. On le sait, depuis l'Antiquité, on le sait. Depuis même avant l'Antiquité, on le sait. Eh bien, à l'école, le mentorat, il n'arrive que par erreur, que par accident. C'est-à-dire, un prof ne peut être ton mentor qu'après les cours. Tu vas le voir après les cours, là, ça devient un mentor. Mais le mentorat, c'est considéré comme une anomalie dans les directives de la plupart des systèmes éducatifs actuels. Eh bien, c'est à ça qu'il faudrait revenir, au contraire, c'est au mentorat. Ouais. Et justement, alors, comment ça se fait? Parce qu'il y a une intelligence collective qui devrait se mettre en place. Comment se fait-il que l'école actuelle se comporte comme si on n'avait pas Internet, qu'on se retrouve seul face à une feuille, tu vois, dans une grande salle avec plein de gens comme nous, et qu'on... En fait, si tu veux, on se retrouve à tenter de résoudre des problèmes seuls, mais dans la vraie vie, c'est plutôt vide d'intelligence. Ken Robinson, hein, qui a très bien dit ça. Dans la vraie vie, travailler en groupe, c'est coopérer. À l'école, c'est tricher. Tout ça, c'est la mentalité Maginot. La mentalité Maginot, c'est « je ne veux pas entendre parler du changement. Là, le changement, ça n'existe pas. Là, on a raison, je suis le meilleur. Donc, je vais me murer. Ce monde qui change, avec des réseaux, je vais m'en protéger en créant donc un mur infranchissable autour. Et puis, on sait très bien ce qui se passe. Je veux dire, la France a échangé la mentalité Jules Verne pour la mentalité Maginot. C'est tragique, mais c'est ce qui s'est passé dans l'histoire de France. C'est très vraisemblablement la Première Guerre mondiale qui a fait ça. Tu as eu le canal de Panama aussi, mine de rien. L'échec au canal de Panama, c'est déjà le marqueur historique où la France, qui a creusé le canal de Suez, qui est le pays le plus innovant au monde, qui est le pays de Jules Verne, échoue au canal de Panama et laisse ce succès à une puissance émergente qui s'appelle les États-Unis d'Amérique. Là, on commence déjà à voir le début de la fin pour la mentalité Jules Verne en France. Mais à partir de la Première Guerre mondiale, il faut quand même le reconnaître, quand n'importe quel village a un monument aux morts qui est long comme le bras, quand n'importe quelle ville voit des gueules cassées avec la moitié du crâne arraché en train de se boire une absinthe en terrasse, t'as forcément plus envie de prendre des risques. Sauf que ils sont morts tous ces gens. Et leurs enfants aussi, ils sont morts. Il serait temps de revenir à une mentalité avec un peu plus de prise de risque. Parce que prendre 0 risque, c'est le pire. On sait très bien que le pire des risques, c'est de ne pas en prendre. Si tu prends 0, tu vas te faire laminer. Tu prends 0 risque, tu vas te faire... Là, c'est la plus sûre façon de te faire déchirer. Et regarde les classements internationaux pour les facs françaises. Là, tu disjonctes. Alors, je ne te parle même pas des affaires de corruption. Là, dernièrement, tu regardes l'affaire Cacomo dans le monde universitaire français.
tu as un prof d'université qui a été psychiatrisé de force parce qu'il avait révélé des scandales de faux diplômes dans sa fac à Montpellier. Le gars, il arrive, Montpellier ou Perpignan, je sais plus, ça devait être, je crois que c'était Montpellier. Cacomo, il arrive, il dit ouais, mais vous savez, il y a des magouilles et tout. Chut, il se fait arrêter, il va passer 3 putains d'années en hôpital psychiatrique. C'est un peu long. À la Cour européenne des droits de l'homme, les mecs seraient là, mais what? Excusez-moi, 2010, anyone? Bon, la raison pour laquelle le monde académique français part en couille, et je crois que n'importe qui peut l'observer, c'est aussi cette mentalité Maginot complètement débile. Alors tu le vois dans les fusions des grandes écoles, dans la grande question, tu sais, allez, est-ce qu'on fusionnerait pas par hasard Centrale et Polytechnique? Ah non, malheureux, on va pas mélanger les serviettes et les torchons. Mais les gars, vous croyez qu'à Singapour, ils s'en préoccupent de ça, de savoir que Centrale et Polytechnique, qui sont deux écoles que personne connaît dès qu'on passe la frontière, de base, vous croyez véritablement qu'ils se préoccupent de savoir si vous allez fusionner ou pas? Exactement comme les peuples gaulois, quand tu ouvres la guerre des Gaules, ça commence par « Cum Caesar in Galliam venit factiones serrant ». Quand César est arrivé en Gaule, il y avait les factions opposées. C'était on est les Parisiens, on va pas se mélanger avec les Arvernes, faut arrêter. On est les Rèmes, on va pas se mélanger avec les Venettes. On est les Helvéties, on va pas se mélanger avec les Belges. Bon. Et puis tu as César qui arrive, qui fout une tarte à tout le monde, et puis c'est terminé, on devient gallo-romain. La mondialisation, c'est pareil, c'est-à-dire on est tous là comme des cons. Alors le cas des grandes écoles, il est vraiment marquant, parce que ça te montre à quel point les gars n'ont aucun sens de l'intérêt général. Zéro, ils sont là, non, Polytechnique, plateau de Saclay, incapables de fusionner, et incapables de voir ce changement inévitable, non négociable, qui leur arrive en pleine tête. Internet, c'est un changement inévitable, non négociable. C'est là, tu peux rien faire. Soit tu décides que l'école, son objectif, c'est de nous préparer à la société, auquel cas tu l'intègres, c'est la base, mais tu intègres même les jeux vidéo, tu intègres même tout ce dont la société va être construite, tout ce dont la société va être composée, tu le mets dans l'école. Puisque de toute façon, le but de l'école est de te préparer à la société. Soit tu dis, non, voilà, je verrouille tout ça, je crée une sorte de bulle artificielle et tu vas faire une école chimique qui n'aura plus aucun lien avec le réel et qui va être désertée par de plus en plus de gens. Pourquoi tu vois que le homeschooling redevient à la mode alors qu'on est quand même dans la période historique où le homeschooling coûte le plus cher en termes de temps? Donner autant de temps pour le homeschooling, au 19e tu pouvais le faire, aujourd'hui c'est chaud. Le homeschooling revient à la mode surtout dans les pays riches comme le Danemark où le temps humain coûte beaucoup d'argent. Et justement parce que les gens se disent mais cette école est tellement déconnectée de la réalité, elle prépare tellement plus nos enfants à ce qui va se passer dans la vraie vie que ça vaudrait peut-être mieux de directement leur enseigner nous-mêmes. Donc oui, c'est malheureusement c'est la mentalité Maginot qui fait ça, c'est cette idée de verrouiller la relation pédagogique pour ne surtout pas voir le vrai monde. Alors ça, c'est pour ce qui va mal dans le système éducatif. Comment on pourrait passer éventuellement de cultiver la norme, c'est-à-dire aplatir tout ce qui dépasse dans les milieux éducatifs populaires, à encourager la diversité? Un seul mot d'ordre, foutez la paix aux profs. Foutez la paix aux profs, putain. Il y en a qui viennent avec une vocation. Ces gens-là, c'est les premiers à dégager. Dans l'éducation nationale, t'en as qui viennent avec une vocation, il y en a une partie qui va être filtrée par le simple CAPES. Le simple CAPES va avoir la magie de te virer une partie des gens qui ont la vocation. En admettant qu'il y en ait certains qui réussissent à faire survivre leur vocation à travers le concours, eh bien, leur vocation ne va pas survivre aux 5 premières années de carrière. Parce qu'ils vont se rendre compte que la vocation, non seulement ne sert à rien dans leur carrière, mais en plus va les freiner. C'est-à-dire que s'ils décident de faire une innovation pédagogique, s'ils décident de se donner à fond pour faire un nouveau système de cours, etc., ils vont être accueillis au mieux par le scepticisme de leurs pairs qui ont 15 ans de métier de plus qu'eux, et au pire, ils vont être cadrés, comme Céline Alvarez. Dire, mais c'est bien mignon d'apprendre à lire, écrire, compter et faire des divisions avec reste à tous vos gamins de 4 et 5 ans dans une ZEP, où les statistiques disent que tape quasiment un gamin sur la classe qui va faire de la tôle une fois dans sa vie. Mais vous comprenez, suivre les programmes, c'est plus important. Et la division, c'est pas au programme. Dans une bureaucratie, on préfère que ça foire avec la méthode plutôt que ça réussisse sans elle. Il faut bien comprendre ça. Le principe d'une bureaucratie, c'est ça. C'est la conformité est plus importante que le résultat. Donc, si tu as du très bon résultat mais que tu n'es pas conforme, tu es viré. Et Céline Alvarez, alors des mauvaises langues ont dit qu'elle avait été virée de l'Éducnat, c'est faux, hein, elle est partie elle-même, mais pour le résultat pour les élèves, c'est le même. Tu as des élèves, je crois que c'était à Gennevilliers qu'elle était, qui auraient pu être alphabétisés, qui auraient pu aimer l'école, qui auraient pu, comme disait Aristophane, l'enfant n'est pas un vase qu'on remplit, mais un feu qu'on allume, qui auraient pu être allumés sur 10 ans, qui ne l'ont pas été.
Ça, c'est un crime. Donc, ce qui va bien, la bonne nouvelle, c'est que dès Céline Alvarez, il y en a plein, et c'est la première à vous le dire, hein. C'est la première à dire, mais il y en a plein des gens comme moi, qui sont prêts, on a un salaire de merde à l'Éducnat en France, c'est quand même un fait. Je veux dire, moi, la raison principale pour laquelle j'ai quitté Centrale, c'est que sur une conf, je prenais 4 fois ce que je prenais sur une semaine de cours à Centrale, si tu veux, tout simplement. Je faisais une conf pour une boîte du CAC ou une conf pour une boîte internationale, aux États-Unis et ailleurs, hein, en plus tu rajoutes tes frais de déplacement, tu te fais plaisir, et je prenais x4 ce que je prenais en une semaine à Centrale. J'aurais dit, vous êtes mignons, mais de toute façon, on a bien compris que c'est pas mon objectif de rester avec vous, donc bye bye. Mais des profs, si tu veux, leur récompense en France, c'est de pouvoir innover, faire de la recherche-action. Regarde combien de profs, même que ce soit des jeunes, mais même d'autres passés la cinquantaine, font de la recherche-action, ouvrent des blogs, etc. Il y en a plein. C'est les premiers à vouloir faire ça. On leur fout pas la paix. On leur... parce que le prof ne reporte pas à ses élèves et aux parents. Tu vois, la question, c'est hiérarchiquement, face à qui il est responsable, le prof. Pour faire un bon service, et c'est partout pareil dans le monde, je veux dire, si tu es dans un hôtel et que tu vas au front desk et que, je sais pas, il y a une fuite dans ta chambre, que le mec du front desk, il reporte uniquement à son supérieur, il reporte pas à toi. Toi, tu es là parce que tu es là, mais lui, le type qui définit sa carrière, c'est uniquement son supérieur et il se fout complètement de sa relation à toi. Ça va faire un hôtel tout pourri, hein, ça tu le sais. Et il y a plein de services en France qui sont comme ça, où le mec qui est censé t'offrir le service, il reporte pas à toi, il reporte à un gars au-dessus que tu verras jamais, et c'est lui qui décide s'il est promu ou pas. Un prof, sa carrière, elle est comme ça. Il reporte pas aux élèves, et il ne reporte pas non plus aux parents. Un prof, il reporte à son supérieur, à l'académie et à l'inspecteur, à son supérieur. Donc, ça peut pas évoluer. Si on dit au prof, ton épanouissement, c'est ma priorité. En tant qu'éducation nationale, moi, ce que je veux, c'est que mes profs soient épanouis. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un prof qui souffre. Quand tu vois un prof qui te fait « Mais vous croyez que je m'amuse, moi ?» Tu sais que sa classe, elle va être merdique. Tu sais que sa classe, elle va être horrible. Tu sais, on a des neurones miroirs, on a de l'empathie. On voit quand un prof, il est en train de prendre cher. Donc, la première chose, c'est que tu n'as pas envie de suivre le cours d'un prof qui souffre. En le donnant, tu vois. Et si le prof prenait son pied, était reconnu, voyait l'étincelle dans les yeux de ses élèves, et qu'on lui foutait la paix, mec, c'est le cas en Suisse. Tu vois, ici, le système éducatif n'est pas parfait, mais il est infiniment meilleur que le système français. Toutes les statistiques le démontrent, et c'est pas pour rien que dans le top 15 des universités mondiales, tu as les 2 polytechniques suisses, l'école polytechnique de Zurich qu'a fait Einstein, et l'école polytechnique de Lausanne. Bon, pour la petite histoire, dans le classement de Shanghai, l'école polytechnique de Palaiseau, c'est 460. Ils sont derrière Varsovie et derrière même pas l'université de Téhéran, une obscure université dont j'ai oublié le nom en Iran. Et quand les Chinois, qui sont neutres, ils n'ont aucun intérêt à défoncer les Français par rapport aux Ricains. Ils mettent quand même les facs, ils détestent plus les Ricains que les Français tout de même. Eh bien, quand les Chinois neutres classent les universités, ils te mettent, c'est l'université d'Amir Kabir, je crois qu'elle s'appelle. Ils te mettent l'école polytechnique de Palaiseau en dessous l'université d'Amir Kabir en putain d'Iran. Et là, les gars disent, il n'y a pas de problème. Non. En Suisse, la raison pour laquelle leur système éducatif est aussi bon, c'est qu'ils ont un principe constitutionnel qui aurait protégé Céline Alvarez, qui s'appelle le principe de subsidiarité. Et ce principe de subsidiarité, qui est constitutionnel encore une fois, ça veut dire qu'il est dans la loi supérieure. Il te protège même devant une cour de justice. Il déclare que l'action publique doit toujours être dévolue au plus petit fonctionnaire capable de résoudre le problème lui-même. Appliqué à l'éducation, et il l'est, et chaque année il est plaidé. Eh bien, appliqué à l'éducation, ce principe de subsidiarité, il déclare que si un prof décide de faire de l'innovation pédagogique de son propre chef, il est protégé par la Constitution. Parce que cette innovation pédagogique résout un problème qui est plus important qu'un trou sur une route ou un trou sur un élève. Pour l'infrastructure d'un pays, c'est beaucoup plus important qu'un trou sur une route. Ça va peut-être même faire plus de morts, figure-toi, parce que si tu as à Gennevilliers, etc., des élèves qui sont encore analphabètes ou quoi que ce soit, les conséquences à l'échelle de la nation, en termes de coûts directs et indirects, vont être bien plus grandes que juste un nid de poule sur une route. Et bien de la même façon qu'un cantonnier a le droit d'attaquer un nid de poule sans passer par le comité central du parti, en Suisse, un professeur a le droit d'attaquer une nouvelle méthode pédagogique, d'essayer un nouveau style d'enseignement, voire de ne pas respecter le programme cantonal dans son ensemble s'il résout l'échec scolaire. Et ça, c'est tout con. Mais quand on voit, on a une frontière avec la Suisse, en France, on se dit c'est forcément pareil. Non. Tu mets juste ça dans la sauce, c'est tout. Hein. Tu mets juste ça, et là, ça fait qu'en bout de chaîne,
le professeur est respecté, bon, faut être clair, ils sont beaucoup mieux payés aussi. Je crois qu'on va quand même dire les choses. En Suisse, tiens, qui est un paradis fiscal à ce qui paraît, bah, n'empêche qu'en étant un paradis fiscal, ils payent leurs profs 3 fois mieux qu'en France. Même ajusté du coût de la vie. Donc il faut se poser les bonnes questions et savoir où on met le pognon. Mais ça, c'est un autre sujet. Eh bien, les professeurs en Suisse qui sont payés, donc début de carrière, 4007, hein. On va faire une parenthèse. Pour n'importe quel prof qui va voir cette vidéo, en Suisse, 4700 francs en début de carrière dans ces eaux-là, selon les cantons, pour un prof de collège. Là, tu vas faire fuir nos bons profs de France. Je suis désolé, hein, mais un maître de conf en France ne fera pas ce salaire en fin de carrière. Okay, un maître de conf, un gars qui est dans le supérieur, il ne fera pas ce salaire en fin de carrière. Un Suisse, bon, donc, ah là, ok, ils payent moins d'impôts, mais ils payent mieux leurs profs. Merde, comment ça se fait? Ils se désendettent aussi, comment ça se fait? Bon, posons pas les vraies questions, mais leur système éducatif est extraordinaire, c'est un fait. Et le principe de subsidiarité y est pour beaucoup. Donc, plus de liberté pour les profs, oui, pour exercer. Bien sûr. Profs passionnés, du coup, forcément, ça les intéresse. Sélectionner là-dessus, bah oui, parce que les sélectionner sur la conformité, bah, ça fait des cours chiants, et les cours chiants, ça fait l'état actuel de l'éducation. Donc, les sélectionner sur la conformité, c'était l'époque de la Troisième République, les hussards noirs. C'était, voilà, la France avait un empire colonial, il fallait qu'on enseigne nos ancêtres les Gaulois. Bon, ça faisait marrer Henri Salvador, mais c'était l'idée, il fallait qu'on enseigne nos ancêtres les Gaulois, de Cayenne à Pointe-à-Pitre, de Biennois à Tizi Ouzou. Bon. Mais maintenant, c'est fini tout ça. D'ailleurs, les Suisses, ils n'ont pas eu d'empire colonial, donc ils n'ont pas de programme monolithique à l'échelle fédérale. Parce qu'ils n'ont jamais eu, eux, la peur de la sécession. Quand tu lis Le Prince de Machiavel, on peut passer de la guerre des Gaules au Prince de Machiavel pour voir toujours cette même notion. Dans Le Prince de Machiavel, il y a marqué « Si les Français étaient moins cons, ils centraliseraient le pouvoir et ils réduiraient le pouvoir de l'Église ». C'est exactement ce qu'ont fait tous les pouvoirs français. Tu sais, la République qui arrive qui dit « Oui, la séparation de l'Église et de l'État, c'est nous ». Mais pas du tout. La séparation de l'Église et de l'État, c'est Louis XIV avec le gallicanisme. Alors c'est pas la séparation, c'est la fusion. C'est-à-dire je contrôle. Louis XIV excommunié, roi de France, c'était la fille aînée de l'Église, excommunié pour avoir dit j'en ai marre que le Vatican ait un impact sur les affaires intérieures de la France. Napoléon, le Concordat, on lui attribue ce bon mot, les évêques doivent être des préfets en violet. Et puis après le Concordat, bien sûr, la séparation de l'Église et de l'État. Tous les pouvoirs en France, qu'ils soient monarchiques, impériaux ou républicains, ont réduit l'influence de l'Église et ont centralisé le pouvoir. Et centraliser le pouvoir parce qu'il y avait la peur que d'une sécession basque, d'une sécession bretonne, d'une sécession corse, d'une sécession de sécession demi, sans parler de l'empire colonial. Donc il fallait des hussards noirs de la République formés dans des écoles normales, c'est bien pour ça qu'on les appelle normales, et il fallait que ces hussards noirs enseignassent bien entendu la même chose à tout le monde. Et même le Big Mac. Et c'était... Tu sais, chaque invention humaine a du vice et de la vertu, c'est inévitable. Et cette invention, à l'époque, avait beaucoup plus de vertu que de vice, il ne faut pas le renier. Elle a permis un bond en avant industriel, intellectuel à la France, sur lequel on ne peut pas revenir. Mais elle n'a pas évolué depuis. Et ce côté monolithique d'une éducation pyramidale, où tu as quelque chose qui est décidé au comité central du parti et ensuite ça diffuse, mais c'est pas du tout adapté aux problématiques du XXIe siècle. Pas du tout. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'il y a cette sécession de plus en plus grande entre l'éducation et le peuple, quoi. On est en 2019. Est-ce qu'on peut envisager l'éducation par le jeu vidéo? Bien sûr. Où en est-on? Mais pas que vidéo. Allez, pas que vidéo. On va parler du jeu dans son ensemble. Moi, j'aime beaucoup les Olmecs. J'ai une grande fascination pour les civilisations d'Amérique du Sud. Et les Olmecs, donc, qui sont un peuple précolombien, qui est un des ancêtres des peuples toltèques, Inca, Maya, Aztèques, ils jouaient à la balle. Ils avaient du caoutchouc, des EVA, et ils faisaient une balle en caoutchouc, puis ils faisaient une sorte de basket où il fallait faire rebondir la balle sur sa hanche. Ça devait être un peu chelou, mais voilà. Rome ne s'est pas faite en un jour, à la NBA non plus, alors il fallait que tu te mettes un coup de hanche pour aller dans un anneau. Et les grandes statues qu'ils nous ont laissées, c'est des joueurs de balle. C'est ça qui est magnifique, donc tu as des têtes géantes, habillés en joueurs de balle. Et la grande question des archéologues, c'est est-ce que ces têtes représentent soit des joueurs de balle célèbres, soit des empereurs qui se sont fait vêtir en joueurs de balle, tellement c'était la classe. Donc le jeu est au cœur de la civilisation depuis l'Antiquité. Je veux dire, les Olmecs, quand l'arrière-grand-père de Socrate n'était pas encore né, ou bien était à naître, eh bien, ils regardaient du basket en mangeant du pop-corn. Donc ce jeu
étaient au cœur de leur civilisation, et les Jeux Olympiques pour les Grecs, les Jeux du cirque pour les Romains, même si c'est pas, aujourd'hui l'équivalent c'est le MMA, mais c'était plus voilà, pour capter l'attention du peuple pour pas qu'il se rebelle, ce que Brzezinski appellera le tititainment, hein, l'entertainment donné au sein. Mais le jeu est une bonne façon d'apprendre, ça marche. Bien sûr qu'il faut l'utiliser. J'ai vu le cas dernièrement, bah tiens, donc ici, tu sais, j'ai ces fiches là de mon ami Ramsès. Donc ça s'appelle le Garam. Il a gagné le. Je vous laisserai faire un zoom dessus. Il a gagné le concours Lépine en inventant ce sudoku avec les opérations algébriques de base, où c'est des grilles donc avec des nombres et puis des opérations algébriques. Il faut remplir quoi pour que l'addition plus ce nombre donne un résultat donné en vertical et en horizontal. C'est très malin. Ça enseigne très 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 bien l'algèbre de base d'ailleurs, enfin l'arithmétique élémentaire on va dire. Mais au-delà de ça, j'avais vu le cas d'une mère de famille qui avait voulu apprendre toute la classification périodique à ses enfants. C'est vachement ambitieux. Et elle y était parvenue en les faisant jouer à la bataille navale dessus. Donc au lieu de dire B12 cuirassé touché, il disait uranium 235 cuirassé touché. Et en 6 mois, il connaissait la classification par cœur, y compris les actinides, les lantanides, etc. Donc ça marche. Et il ne faut pas le mépriser. Et le pire, c'est que tu laisserais les profs entre eux faire, tu sais, tu as le forum des enseignants du primaire, je crois que ça s'appelle, où ils échangent les best practices comme ça entre eux de façon horizontale et décentralisée. Eh ben, ils te trouveraient de ces méthodes pédagogiques, là, tu les mettrais vraiment entre eux pour faire remonter les meilleures pratiques. En un an, ils t'auraient inventé des tonnes de jeux pour apprendre, ou des bandes dessinées. Tu prends la série de bandes dessinées de Cap et de Croc, ben, elle a été créée par des profs de sup, de Cagnes, enfin précisément de Cagnes, qui étaient des profs de littérature en prépa, et ils ont fait la série de Cap et de Croc qui est extraordinaire. Donc, si on laissait, encore une fois, si on foutait la paix aux profs et qu'on les laissait s'organiser avec une déontologie qui n'appartient à personne et qui appartient à tout le monde, une sorte de code d'Hammurabi. Tu vois, la beauté du code d'Hammurabi d'un point de vue juridique, c'était de dire, c'est plus les vieux du village qui vont juger, je vais faire juste une loi que je vais déposer dans tous les villages, et ensuite les gens pourront lire le droit entre eux et se mettre d'accord. Bah, là, on ferait un pilier qui sera plus le programme, genre tu pourrais lire le programme et te mettre d'accord. Non, on fait un pilier de principes, de grands principes pédagogiques, qui mesurent le résultat, qui mesurent le succès des élèves. Et autour de ces grands principes, comment bien gamifier, j'en sais rien, une méthode de gamification, ficelle pour faire en sorte que les élèves ne sentent pas passer les heures, etc. Et qu'autour de ces grands principes, on réunissait des collectifs de profs de façon décentralisée à l'échelle régionale ou dans les établissements. Je suis sûr que tu as des best practices qui remonteraient dans tous les sens. Et que, tu sais, il y a un cas que j'aime beaucoup, c'est je crois que ça s'appelait les Hobart's Funnies. Tu as aussi un sergent, c'est deux trucs différents, mais les mêmes choses pendant le débarquement de Normandie, ils avaient fait des chars Sherman customisés. Et en fait, tu avais un sergent, il était soudeur, et il avait remarqué, bien sûr, que sur les plages du débarquement, tu avais des pièges anti-chars, là, des trucs, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, des espèces de grands trucs métalliques. Et lui, il était soudeur, il s'était dit, bon, maintenant qu'on est sorti des plages du débarquement, on a le bocage. Et le bocage, bah, c'est des haies, un tank qui passe pas comme ça dedans. Par contre, si on avait des lames de bulldozer devant, on pourrait écraser ces haies. Et ben, ce sergent, dont le nom m'échappe, étant soudeur, tout seul, il t'a pris un de ses pièges anti-chars, il te l'a rafistolé et il l'a mis à l'avant d'un Sherman. Et du coup, ils ont arraché toutes les haies et ils ont pu progresser dans le bocage bien plus facilement. Bah, ça, dans l'armée française, mais c'était impensable. Impensable. Un sergent qui va dire à un général quoi faire. Le général Gamelin, là, l'espèce de trou du cul qui était à Vincennes pendant la défaite de 40, et à qui on doit la période la plus humiliante de l'histoire de France contemporaine, bah, lui, jamais il aurait écouté un sergent lui dire comment faire. Et le problème, c'est que l'éducnat, elle est comme ça. Un mec comme Heurtebise, il est sergent dans la hiérarchie. Bon, il a un putain de doctorat, mais il est sergent. Eh ben, le général va lui dire, mais t'es qui ? Ouais, mais moi, je suis sur le terrain, je le vois. Ouais, mais t'es qui ? Donc tu vas faire ce que je te dis, puis c'est tout. Ouais, mais t'es à Vincennes, toi. T'es pas sur le front. On se fait déborder, là. Ouais, mais t'as pas compris. Tu les as vues, les étoiles, là. Donc maintenant, tu m'écoutes. Si on enlève cette mentalité-là, on est tout bon. Et donc, c'est arrivé dans l'armée américaine parce qu'elle avait de la remontée. Elle était, tu sais, comme on dit, bottom-up, top-down. Tu avais les deux échanges. Tu avais aussi le général Omar Bradley, qu'on appelait le GI général, c'est-à-dire qu'il se comportait comme un fantassin de base, à beaucoup d'égards. Pas tout le temps, évidemment, mais à beaucoup d'égards. Et bien, du coup, quand tu as un type qui se fait appeler le GI général, qui commande depuis le front, c'est plus du tout le même délire que quand tu as un mec qui est au bois de Vincennes, qui n'a pas de radio et qui envoie des estafettes pour essayer de savoir ce qui se passe.
t'as pas le même système en termes d'adaptabilité. Et ben, la même chose que ce qu'a fait ce sergent avec ses lames de bulldozer sur le front des Sherman, il faut le faire pour l'éducation nationale. Il faut que les gens qui sont sur le terrain, qui sont au contact des élèves, fassent remonter des adaptations, en plus low cost. C'est-à-dire ce coup de la lame de bulldozer, c'est magnifique parce que c'est low tech, low cost et immédiat. T'as pas besoin d'appeler la logistique pour dire il me faut 3 lames pour demain. Elles sont là. Tu sors ton chalumeau, tu découpes. L'idée de faire une bataille navale sur la classification périodique, mais ça devrait être dans toutes les putains d'écoles de France. Pardon d'être mal embouché, mais comme disait Patton, la profanité, c'est l'épice du discours. Si t'en mets pas assez, c'est fade. Si t'en mets trop, c'est écœurant. J'essaie d'en mettre juste ce qu'il faut. Je t'ai fait salade tomate oignon là. Eh ben, ça mérite qu'on se penche là-dessus. C'est cette simple pratique qui est là, qui est sous nos yeux, puis il y en a plein d'autres. Je veux dire, des cas de gamification de contenu difficile à l'école, t'as que ça. T'as que ça, il remonte pas, parce que le temps que ça remonte dans le comité central du parti, putain, c'est terminé. J'aimerais partager avec toi une de mes bottes secrètes que j'ai utilisées dans mes années fac pour retenir plus facilement les choses. Je vais te montrer ça tout de suite. Si j'ai mon téléphone qui est pas loin, avant que tu lances le play. C'est ça que t'as appris la gratte. La myéline est une substance qui protège tes neurones et qui conduit l'information de façon saltatoire. Il faut le voir sauter de neudranvier en neudranvier. L'influx nerveux électrochimique est vraiment très beau à voir. Il vole comme un dauphin au-dessus de l'axone myélinisé de la zone de Cône jusqu'à la fente synaptique. Je sais pas si tu capes, mais lorsqu'on myélinise un neurone, c'est comme s'il passait direct de la DSL à la fibre. Et la myéline est sécrétée par les cellules gliales que l'on nomme oligodendrocytes dans le système nerveux central. Putain, c'est du Java ça. C'est Julie la petite olive. De façon plus périphérique. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que mec, la myéline a pour rôle de transmettre l'information de façon efficace, contrairement à ce que fait cette musique. Alors ma chaîne YouTube éponyme à cette chanson te transmettra de bonnes nouvelles de façon cool et ludique. Ça fait plaisir. Et c'est tout. Voilà un peu mon cheat 23 code. mai en plus, putain, tu l'as fait le jour de mon anniversaire. Incroyable. C'est stylé. Bah ouais, c'est ce qu'on essaie de faire avec le drilling pour Game of Logos en fait. Ouais. C'est ça, c'est-à-dire c'est le duel d'Harry Potter. T'as vu, t'envoies une phrase, un sort, et puis rapidement tu passes les phrases comme ça et t'apprends une langue ou un. Et ça, tiens, on peut en reparler tout de suite, mais si on reprend le. Tu vois ce que tu viens de me montrer sur cette chanson, c'est de la neuroergonomie à l'état pur, parce qu'il y a une raison pour laquelle la Torah, le Coran et les évangiles sont cantillés normalement. Enfin, le Pentateuque, le Coran, c'est cantillé parce que tu le retiens mieux. Donc tu as des infos, tu as des petites notations techniques pour comment bien le chanter, et tu as dans le Coran une façon, canonique de le réciter, pareil pour la Torah, parce que ça permettait de mieux le retenir. Et quand tu avais une chanson, ça te permettait clairement d'apprendre plus facilement des gros contenus longs, puis quand ça rimait aussi, etc. Donc la chanson que tu as faite, qui est vraiment genre Java, Julie la petite olive, ou tu sais, Thierry est chasseur, et comme tous les chasseurs, je veux dire, c'est Poupinette. Ça permet de retenir de l'info, et t'as plein, regarde, neuroergonomie de base. On a parlé de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale avec les lames de char, là. T'avais le fameux char Tigre des Allemands, qui était un truc over-engineeré, comme beaucoup de chars allemands, et étant over-engineeré, il était dur à manipuler. Le char Tigre, c'était vraiment pour l'élite, c'était des gars qui étaient surentraînés. Mais l'entretien était compliqué. Du coup, ils avaient fait un manuel d'entretien dedans, et ce manuel, il fallait avoir la garantie que les gens l'ouvrent. Bon, alors voilà, t'es sur le front, t'as pas que ça à foutre. A priori, t'es un homme d'action en plus. Il y a peu de chances que tu ouvres un manuel de Chartic. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis une blonde dedans. C'est pas compliqué. Donc la garantie, le deal, c'était tu l'ouvres, tu vas avoir une petite nana borderline à poil. Attention quand même, on peut pas trop bon. Mais tu vois, une petite nana, tu vas avoir de ce qu'on appelle en anglais de l'eye candy, tu vois, du sucre pour les yeux. C'est le deal. Tu l'ouvres et puis par exemple, tu vois, comment utiliser je sais pas comment on dit en français, le rangefinder, là, le système pour savoir la distance quand tu dois tirer. Et la cible, il mettait la blonde. Voilà. Prenez soin du char et lui mettez une blonde qui se douche. T'inquiète. Et les ricains, pareil, pendant la guerre du Vietnam, il y avait un manuel pour, comment ça s'appelle Je vais faire mon Jean-Claude Van Damme, la troubleshooting, j'ai utilisé plein de vieux mots, plein de vieilles anglicismes. Je suis aware. Je peux pas te faire le grand écart par contre, c'est ça qui est con. Quel dommage. J'ai un grand respect pour ce mec. Typiquement, donc tu sais, quand t'as un problème ton arme est enrayée,
et Dieu sait que le M16 s'enrayait de dingue pendant la guerre du Vietnam, ils avaient mis, pareil, une bande dessinée avec une autre jolie blonde qui t'expliquait comment bien prendre soin de ton M16, avec tous les sexual innuendos post-libération sexuelle qui allaient bien avec. Et ça marchait. Ça marchait mieux. Alors, c'est ça le truc, c'est rajouter au contenu quelque chose qui le rend attrayant, qui le rend facile, la familiarité, le chant. Tu sais, la tradition orale dans les tribus du Pacifique, c'était ça, quoi. On a observé, d'ailleurs, il y a tout un tas aujourd'hui de chercheurs qui s'amusent à regarder la corrélation entre des événements géologiques qui sont rapportés dans des traditions orales des tribus du Pacifique et la réalité. Est-ce qu'il y a bien eu un tsunami vers telle époque? Est-ce que, tu vois, et on le retrouve. On a vu quelques corrélations très très sérieuses entre des événements géologiques datables et puis des traditions orales semi-mythologiques de peuples du Pacifique qui étaient rapportées par des danses. Donc, quand on veut retenir quelque chose longtemps, alors il y a des moyens moins neuroergonomiques, tu sais, c'était une méthode de bornage au Moyen-Âge, pour être sûr de bien connaître la limite entre deux champs, entre deux parcelles. On amenait un gamin, et puis une fois qu'il était sur la place, on lui collait la torgnole de sa life, comme ça il s'en rappelait. Bon, ça c'est de l'anti-neuroergonomie. Mais on peut faire ça, tu vois. Et le cas de la bataille navale sur la classification périodique, c'est qu'un exemple. Il faudrait que demain, ça soit la norme, ça. Et ce que tu as fait là, parce que tu chantes vraiment bien et que, écoute, faut vraiment que tu téléphones. Et sans cours de chant, crois-le ou non. Ok, ah ouais, voilà, il faut que tu téléphones à Java et que tu leur proposes une petite première partie là. Parce que ça marche. Je veux dire, ça marche, c'est tout con, mais ça fonctionne, quoi. Après, il y a aussi par l'éducation, parce que bon, tu es spécialiste en neuroergonomie, entre autres. Moi, j'ai en tête l'ouvrage d'un monsieur que tu connais très bien, qui est Gunther Pauli, qui a réussi à circuler dans les écoles chinoises. Et oui. Ils l'ont rendu, les mecs, ils l'ont mis dans toutes les écoles maternelles. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer, ça peut paraître peut-être ridicule, un ouvrage, peut-être un petit traité de neurosagesse obligatoire, alors du coup pas pour les profs, mais peut-être pour les instances qui les obligent à suivre des programmes, etc. Tu vois. Ah, ça marchera pas, les mecs ils se braqueraient direct. Là, la Chine, tu sais, la raison pour laquelle ça a marché, c'est que c'est les Chinois qui l'ont. C'est vrai que c'est beau. Les Chinois qui sont monolithiques à en crever ont fait ça justement dans l'optique que le prof puisse faire de l'interprétation sur place sur les fables, etc. Et que ça soit pas, tu vois, une directive, c'est vraiment le prof, on lui file une directive formelle, chiante, etc., qui est juste pour lui, qui est pas pour ses élèves. Là, c'est tout le contraire, on leur dit, bon, ça, ce bouquin est au programme, mais tu l'interprètes comme tu veux, tu choisis les fables que tu veux, tu leur fais faire des activités, etc. Tu sais, comme disait Deng Xiaoping, qu'importe que le chat soit noir ou blanc, du moment qu'il attrape les souris. Ils sont pragmatiques, les Chinois. Et si jamais on arrivait là demain avec... genre le bouquin de Céline Alvarez et qu'on dise à toute l'éducnat, allez, il faut le lire. T'as bien vu comment ils l'ont reçu, elle est en Belgique, Céline, maintenant, si c'est pas dramatique, ça, je veux dire, malgré tout le respect que j'ai pour nos amis belges, mais ils ont moins besoin d'elle que nous, tout de même. Donc, bon, remarque, tu me diras, entre Descartes qui était à Amsterdam et Victor Hugo qui était à Jersey, qu'est-ce que tu veux faire? Mais ça marcherait pas, voilà, si on disait, regardez, lisez ça, t'aurais tout un tas de cyniques qui sont là depuis 20 ans, qui se complaisent dans la chiantitude, j'ai envie de dire. Tu prends ce que disait Edgar Morin, il a dit la première chose que j'ai apprise à l'école, c'est la résignation à l'emmerdement. Putain, c'est Edgar Morin, il a 98 balais. Il te dit, moi déjà à mon époque, la première chose que j'avais apprise, c'était la résignation à l'emmerdement. Ça fait depuis cette époque que ça dure. Donc, non, les vieux barbons là, foireux, faut les court-circuiter, il faut pas essayer de les embarquer. Hein. Je veux dire, tu t'essayes pas d'embarquer Gamelin dans l'affaire. Hein. Gamelin, c'est Gamelin, il va perdre la guerre, il était prédestiné à le faire. Tu veux surtout pas lui demander son avis. Alors ça, l'emmerdement, c'est une chose. Moi, ça me fait mal. J'entends des étudiants qui disent ouais, si je foire ce partiel, j'ai l'impression de foirer ma vie, etc. Tu vois, genre, vraiment, c'est pris très au sérieux. Selon toi, c'est quoi rater la vie? Est-ce que ça fait mal? Est-ce que c'est douloureux? Ouais, rater ça. Alors, tu sais, on peut se poser à un niveau... Est-ce que l'école a ce pouvoir aussi également, tu vois, l'école peut te casser en deux. Ouais, l'école peut te casser en deux, ça c'est vrai. L'école peut t'instiller l'impuissance apprise. L'école peut te faire croire que tu vas jamais y arriver, que tu mérites pas. L'école peut t'instiller le syndrome de l'imposteur, te dire tu mérites pas. Qu'est-ce que tu fais là pourquoi tu mérites pas de réussir, de créer ta boîte, de ce que tu veux. Quand tu vois là, tous ces gamins aux États-Unis qui ont fait des découvertes majeures, entre Jack Andraka là, qui avait développé une méthode pour diagnostiquer le cancer du pancréas beaucoup moins cher, 14 ans ou 15 ans le mec, il a dégommé des gars qui avaient publié dans Nature.
Ah, excusez-moi, j'ai 15 ans, je vous ai baisé. Bon. Entre Taylor Wilson, qui avait créé un petit dispositif de fusion nucléaire à 14 ans, il a rencontré Barack Obama, le mec. Bon, ça, c'est la can-do attitude. C'est genre, non, c'est la vraie vie qui détermine ce que je vaux, c'est pas toi. Toi, t'es là pour m'aider à m'accomplir dans la vraie vie, c'est tout. Normalement, tu sais, c'est tout le mythe du steward, de l'intendant ou du régent qui usurpe le rôle du roi. Le roi de l'existence humaine, c'est la vraie vie. L'intendant, le régent, c'est l'école. Tu peux réussir sans lui. C'est comme cette époque, tu sais, où on enseignait la natation sur un tabouret. Bon. J'en parle beaucoup dans mon bouquin parce que je dis la vie notée est à la vraie vie ce que le cheval de bois est au vrai cheval. Tu peux apprendre des choses sur un cheval de bois, je ne vais pas le renier, c'est exact. On peut apprendre des choses, la posture, etc. Mais tu peux aussi très très bien apprendre à monter sur un vrai cheval directement. Et d'ailleurs, tu le vois dans plein de cas. Je veux dire, tu prends Nuno Oliveira, grand maître du dressage en équitation. Il respecte que dalle les manuels. C'est le plus grand maître du dressage du XXe siècle. Tu le vois monter, il regarde sa selle. Déjà, de base, au dressage, comment ça? C'est ce que tu fais? Tu prendrais une prof d'équitation, il serait là, c'est pas bien ce que tu fais. Tu le vois aussi en boxe, au MMA. Tu regardes Mohamed Ali boxer, il prend tous les manuels, il pisse dessus. Vraiment, il les a réécrits, les manuels. Tu regardes Mohamed Ali boxer, et encore aujourd'hui, la raison pour laquelle la boxe en France est à un niveau international absolument désastreux, c'est qu'on a cette mentalité débile de le manuel. Non mais, je crois que c'est Ulysse Grant qui a dit, sans vouloir minimiser l'intérêt des manuels, si vous faites la guerre en suivant les manuels, vous la perdrez. Hein. Le type en face, il a les manuels aussi. Le boxeur en face de toi, il a les manuels aussi. Donc, si tu fais la guerre si tu boxes en suivant exactement les manuels, tu vas la perdre. Regarde des ovnis comme le Prince Nassim ou Emmanuel Augustus Burton qui boxaient en dansant limite, etc. Ces mecs-là, en l'occurrence, Emmanuel Augustus, c'est le seul qui a pu un peu menacer Floyd Mayweather. Donc, dans cette idée, véritablement du côté, encore une fois, monolithique et tout, l'intérêt d'être créatif et d'improviser, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Et du coup, est-ce qu'on n'en attend pas trop? C'est la question que je me pose de l'éducation nationale aujourd'hui, parce que j'ai vraiment la sensation que c'est une instance qui est totalement dépassée et que ça se comporte un peu comme une grande aiguilleuse détraquée, tu vois, qui est soumise aux lois du marché de l'emploi. C'est une machine à noter. Bon, on reparlait de la note tout à l'heure, donc la vie réelle. À l'époque où on enseignait sur un tabouret la natation, quelqu'un qui serait arrivé en sachant nager sans tabouret serait tout de suite passé pour un imposteur ou quelqu'un qui s'est entraîné sur un tabouret en cachette. Un tricheur. Ouais, t'as vu qu'en France maintenant il va y avoir un diplôme de magicien? Tiens, non, voilà. Tu me l'apprends. Donc ok, Houdini, David Copperfield, ils faisaient comment? Ils n'avaient pas de diplôme. À force de faire des conneries comme ça tout le temps, tu sais, de dire ah ouais maintenant désolé t'as pas ton diplôme de magicien, tu vas voir arriver un mec, c'est Houdini, il a t'as pas ton diplôme de magicien? Bon, non mais c'est tragique. On en est enfin, ouais. C'est tragique, mais c'est comme ça. Donc on est devenu effectivement une sorte de machine à noter, alors qu'on devrait être une machine à épanouir. Tu sais, c'est notre époque, le règne de la quantité, le règne de la conformité, René Guénon. La conformité et la quantité, tu sais, on est ici, pas loin de la Chaux-de-Fonds. La Chaux-de-Fonds, c'est le lieu de naissance du Corbusier. Et le Corbusier, qui est encore vénéré par une partie des architectes, c'est le père de la machine à habiter. Ce qu'il a appelé la machine à habiter. C'est cette espèce de grosse saloperie de la banlieue française dans lesquelles j'ai grandi, où tu as une barre HLM avec rien. Métro, boulot, dodo, ce lieu est fait pour un tiers de ta personne, il est fait pour la partie dodo de ta personne, ensuite il y a un truc qui est fait pour la partie métro de ta personne, et il y a un autre truc qui est fait pour la partie boulot, et c'est pas les mêmes, et ils peuvent pas être à côté. Les campus à la française, ce qui fait qu'ils sont aussi pourris avec personne n'a envie d'y aller, c'est que c'est pas des villages. Regarde le campus, allez, je suis désolé de tirer sur les ambulances, mais le campus de Polytechnique à Lozère, Palaiseau, tu fais venir les ricains là-dessus, il y a un camion à pizza tous les 2 jours. T'as zéro activité, c'est la mort de l'intellect cet endroit. T'es sur un plateau, il n'y a rien. T'entends juste des avions passer et un camion à pizza qui daigne égayer ta semaine 2 fois par semaine. Tu vas à Stanford, tu vas à Cambridge, c'est des villages, il y a une vie. Watson et Crick, qui sont
parmi ceux qu'il faut dire parmi, parce que c'est Rosalind Franklin qui a quand même découvert la structure en double hélice. On oublie de l'enseigner en fac française. Je vais arrêter de tirer sur les ambulances de Rechef, mais ça fait juste 50 ans qu'on enseigne quelque chose de faux dans les facs françaises. Hein, j'espère que c'est l'exception, que c'est pas la règle. Watson et Crick, ils ont eu leur épiphanie sur la double hélice dans un bar, le Eagle, si je ne me gourre pas, à Cambridge, parce qu'ils étaient restés à 3h du mat'. Bon, sur un campus à la française, tu restes pas à 3h du mat'. À 3h du mat', si tu es encore là, c'est que tu es un sociopathe, sniffer de petites culottes, et qu'il vaut mieux éviter de te croiser, quoi. Donc, véritablement, cette notion de noter, de conformer, elle va avec l'esprit du temps. Tu as des machines à habiter, tu as des machines à noter. Voilà, on a mis l'humain dans des boîtes. Et ces grandes boîtes qui font la banlieue, tu as aussi les grandes boîtes qui font le système éducatif. Non, l'humain, il est là pour s'épanouir. L'école est un outil. Sa méthode est une option. Il y a d'autres façons d'épanouir les humains. C'est très bien de la proposer. Et oui, un État collecteur d'impôts a le devoir absolu de proposer l'alphabétisation à tous ces... évidemment, et pas que l'alphabétisation. En réalité, c'est l'épanouissement. Mais un État qui collecte l'impôt a un devoir absolu de proposer une éducation excellente à sa population. Mais il ne doit pas l'imposer non plus, et il ne peut en aucun cas dire que sa méthode est la seule. Alors normalement, s'il était bien, le dit État proposerait plusieurs méthodes, plusieurs styles, plusieurs méthodes. Bon, c'est pas encore le cas. Mais aujourd'hui, oui, c'est encore une fois cette sécession entre les usagers de l'école et l'infrastructure éducative. Si on ne veut pas la creuser, il faut faire en sorte de laisser un maximum de poids à ce que les ricains appellent le endpoint en cybersécurité. En cybersécurité, le endpoint, c'est ton ordinateur, c'est ta machine, tu vois. On peut faire de la sécurité à l'échelle du réseau, mais la meilleure sécurité, c'est à l'échelle du endpoint. Et bien, le endpoint du réseau de distribution de connaissances qu'est l'éducation, c'est le prof. C'est à lui qu'il faut donner un maximum de respect, d'autonomie et bien entendu un meilleur salaire. Je veux dire, ça ne devrait même pas se poser comme question. Idriss, j'aimerais qu'on parle de bien-être, de santé mentale et de neuro-spiritualité. Il y a un phénomène sur lequel j'aimerais avoir ton point de vue en particulier, c'est ce qu'on pourrait appeler expérience d'éveil, résilience. On entend beaucoup de témoignages comme ça, de gens, si tu veux, qui sont dans un grand mal-être psychique suite à des événements qui sont venus les déséquilibrer dans leur vie. Et on observe tout d'un coup que le cerveau switch vers un grand bien-être via des processus vraiment complexes et j'imagine encore très mal compris. Dépasses, ouais. Mais voilà, c'est comme si d'un coup la simulation était trop violente et que le système avait du reboot. Tu vois. Ce phénomène, même si ça peut rester marginal, ça nous dit quoi sur la capacité de notre cerveau à modeler notre expérience de vie ? Notre cerveau a une grande résilience qui peut se découvrir en particulier dans les grandes catastrophes. Tu sais, le fait que notre cerveau soit saturable a l'énorme avantage que même si demain une bombe atomique pétait sur les plus grandes capitales, la génération suivante qui n'aurait pas connu, qui serait née donc juste après cette catastrophe, elle partirait du principe que c'est là. Alors, c'est pas tout à fait vrai chez les humains. La différence entre un chien et un humain de ce point de vue-là, c'est qu'un chien, tu lui coupes une patte, il repart. Il ne faut pas le faire, mais un chien, une fois qu'il a plus sa patte, il va se mettre en mode j'ai plus de pattes, qu'est-ce que je fais maintenant ? Voilà. Je vais intégrer le fait que j'ai que 3 pattes et je vais continuer. Un humain, il va pleurer sur sa patte manquante et c'est inévitable. C'est la nature humaine, c'est de s'apitoyer sur le passé et de craindre le futur. Et la plupart des animaux n'ont pas ça, cette capacité à s'apitoyer sur le passé et à craindre le futur. Certains grands primates l'ont. On a vu des cas de... Tu peux aussi traumatiser un animal, certes, au-delà de ça, mais tu as des primates à qui on pouvait évoquer la mort de leur mère, etc. On a vu des cas comme ça. Je crois que c'est chez Coco qu'on avait vu ça, qu'elle avait vu un documentaire avec des braconniers, un truc comme ça. Et pareil pour un éléphant, je ne sais plus. Mais l'humain, comme disait Flaubert, l'avenir nous tourmente et le passé nous retient. C'est pour ça que le présent nous échappe. Et ce qui limite notre résilience, au départ, c'est ça, c'est l'auto-apitoiement. Et puis l'autodestruction. On a une capacité à l'autodestruction qui est absolument stupéfiante. Mais au-delà, effectivement, on est saturable, c'est-à-dire que quand il y a un grand événement, on peut repartir. On peut dire, c'est pas comme si on avait une dette. Dire, mon Dieu, il faut que je pleure, d'après ma calculette, il faut que je pleure. Vu que j'ai pleuré quand ma grand-mère est morte, là, il y a eu Paris sous les bombes. D'après ma calculette, il faudrait que je pleure 200 000 fois plus. Non, le cerveau ne marche pas comme ça. Sa réponse émotionnelle, elle est logarithmique, d'une part, mais au-delà de ça, elle est saturable. Et donc, elle n'est pas que logarithmique, elle est asymptotique, en fait. Donc, il y a vraiment un seuil. Tu ne peux pas avoir une réponse émotionnelle. La pire catastrophe, je ne sais pas moi, la moitié de la Terre qui disparaît dans une épidémie,
ça va donner la même réponse émotionnelle que Paris qui tombe sous les bombes ou quelque chose comme ça. Donc, cette saturabilité nous donne une capacité d'adaptation, de repartir. Et puis il y a aussi le fait que les humains individuellement ont une espérance de vie bien limitée et que ça nous permet de nous adapter à l'échelle générationnelle. Si Gengis Khan avait vécu 1000 ans, je pense que le monde aurait été un peu pourri. Et c'est aussi le grand avertissement à donner aux transhumanistes actuellement, c'est que c'est très très mignon de vouloir vivre 300 ans. Tu as un excellent chercheur qui est Miroslav Radman qui a travaillé sur des souris qui pouvaient vivre beaucoup plus longtemps et ça a été le premier à dire oui, mais faites gaffe, il y a des raisons pour lesquelles on a une durée de vie limitée, et c'est la survie de l'espèce à l'échelle collective. Donc, dans les cas de résilience et puis d'éveil, neurospiritualité. La spiritualité, pour beaucoup de gens, c'est le destin de l'homme. Et notre monde va mal parce qu'il n'y a pas assez de spiritualité, ou il y en a même limite plus du tout. Tu as du matérialisme à tous les étages, mais t'as plus de spiritualité. Alors à l'école, la spiritualité n'existe pas, c'est aussi simple que ça. Et dans la vie de tous les jours, je veux dire, on n'a plus le temps pour ça, quoi. Alors que les grandes civilisations se sont toutes construites autour de la spiritualité. Je connais aucune civilisation qui ne se soit pas construite autour de la spiritualité. Que ce soit les Égyptiens, que ce soit donc les Olmecs, que ce soit la civilisation de l'Indus, les Sumériens, etc. Et même pour nos amis marxistes, tu regardes l'intérêt que Staline en personne, peut dire. Hein. Le marxisme, c'est le matérialisme historique, enfin Hegel, mais même Staline, tu regardes l'intérêt qu'il portait à la spiritualité, notamment dans le plan de construction des fameuses 7 sœurs, qui sont les grands gratte-ciel staliniens à Moscou. Il avait même d'ailleurs Staline avait l'ambition de faire un bâtiment des soviets avec une statue géante de Lénine qui n'a jamais été réalisée, mais dont le dessin a été fait. Et quand Staline est mort, peu de temps après, 3-4 ans après, au comité central du parti, enfin au Politburo précisément, une nana avait eu un rêve que Lénine lui venait la voir en rêve en lui disant « Je ne veux plus être enterré à côté de Staline ». Voilà. Et ils ont viré Staline du mausolée de Lénine après qu'elle ait rapporté ce rêve. Alors que les mecs, ils sont matérialistes à en crever. Donc même eux, je veux dire, ça n'existe pas une civilisation, si tant est qu'on puisse appeler l'URSS une civilisation, mais c'est un autre débat. Donc, je ne connais pas de civilisation sans spiritualité. Et aujourd'hui, malheureusement, voilà, c'est l'exception, quoi. C'est en marge. Alors, c'est pas au centre. Ça devrait être au centre. Si on la remettait au centre. Les neurosciences nous en apprennent. J'ai donc, et je m'en cache pas, je l'ai mentionné dans une vidéo précédente, j'ai fait une cérémonie de l'ayahuasca au Brésil dernièrement. Et d'un point de vue purement neuroscientifique, c'est donc de la DMT, diméthyltryptamine, et un inhibiteur de l'enzyme qui la dégrade. Et donc, d'un point de vue neuroscientifique, c'est un stimulateur très très puissant de l'épiphyse. D'un point de vue neuroscientifique toujours, c'est indissociatif. C'est même, dirais-je, j'en suis quasiment convaincu, et beaucoup de gens l'ont dit avant moi, le plus puissant de tous les dissociatifs qui existent. Et ça te met dans un état d'éveil, effectivement, particulièrement éprouvant, on va dire, dans le sens épreuve, parce que c'est une épreuve. Et c'est très intéressant, je veux dire, ça nous en apprend sur notre condition. Il y a tout un tas de choses qui nous entourent, ont été conçus par des gens qui avaient mis la spiritualité au centre. Alors soit avec des psychédéliques, qui sont pas du tout nécessaires pour la spiritualité, évidemment. Je veux dire, il y a de la spiritualité sans psychédélique. Heureusement, d'ailleurs, beaucoup de maîtres, en particulier soufis et bouddhistes, diraient que c'est souvent des béquilles, en fait, à la spiritualité. C'est genre quand tu as besoin d'une prothèse spirituelle, quoi. Mais qu'autrement, l'éveil spirituel peut s'atteindre sans ça. Mais tu prends donc les fenêtres, les pointeurs, ce qu'on appelle le WIMP en informatique, Windows Icon Menu Pointeur, ça a été pensé pendant un trip sous acide. Tu as un très beau bouquin qui en parle, qui s'appelle What the Dormouse Said, qui raconte l'histoire d'Alan Kay. Alan Kay, le grand chercheur de chez Xerox, qui était autodidacte et qui a inventé les bases de l'informatique personnelle telle qu'on la connaît. Il avait pris un buvard et puis il a pensé icône, menu, pointeur et fenêtre. Donc tu as ça, les druides qu'ont fait construire Stonehenge très très vraisemblablement prenaient de la manite tumouche, qui donc produit du mucimol quand elle est un peu chauffée et qui est un puissant dissociatif aussi. Les druides allaient voir les fées.
On représente souvent les fées sur une amanite tumouche dans les stéréotypes. L'image d'Épinal de la fée qui est sur un champignon, les druides celtiques disaient aller voir les fées en se prenant une dose d'amanite tumouche, qui est probablement d'ailleurs la base des traditions chamaniques de tout ce qu'on a appelé les peuples touraniens. À une époque, on les appelle plus comme ça maintenant, mais les peuples touraniens, c'était donc la Sibérie, et ce sont les ancêtres de tous les Indiens d'Amérique du Nord et du Sud. Et donc on pensait qu'ils prenaient tellement d'amanite tumouche qu'on en retrouvait dans leurs urines. Et ensuite, ils faisaient un breuvage initiatique avec leurs urines, du lait, des baies. Et puis tu buvais ça, puis tu voyais tes ancêtres, quoi. Et vraisemblablement, tous les chamans d'Amérique du Nord jusqu'au Sud sont issus de cette tradition. On pense qu'ils en emportaient avec eux, puis séchaient. Et puis quand ils n'avaient plus de plantes à disposition, ils se faisaient un dernier tri, puis ils demandaient à leurs ancêtres quelle devait être la prochaine pratique. Est-ce que c'était jeûner, est-ce que c'était danser, est-ce que c'était prendre un cactus au Mexique, etc. Donc ça nous apporte d'un point de vue pharmaceutique de dingue. Tu prends le curare qui est bien sûr pas fait pour l'éveil spirituel, mais qui est une décoction indienne au départ d'Amazonie, il est utilisé dans toutes les chirurgies aujourd'hui. Dès qu'il y a une anesthésie générale, il faut du curare pour décontracter les gens. C'est l'Institut Pasteur qui l'introduit en 1947, si ma mémoire est bonne, en générique. Donc on a plein de choses à apprendre. Il ne faut pas les ridiculiser, il faut pas les... On a beaucoup trop vite fait de les déclarer pseudo-scientifiques. Elles sont le contraire de pseudo-scientifiques, elles sont empiriques. L'empirisme le plus exact, le plus concret, au contact de la vraie vie, pas au contact d'un comité de 3 relecteurs qui sont entre la poire et le fromage à se demander si ils sapent l'article ou pas. Ça, c'est de la vraie science, c'est de l'expérimentation. Et ces gens, de la même façon que des chimpanzés, quand ils explorent un nouvel écosystème, envoient un individu tester des plantes et regardent quels effets il subit. C'est vraisemblablement comme ça que nos ancêtres aussi faisaient. À l'époque, la mort, c'était rien, c'était un changement d'adresse. Donc, un type pouvait mourir, les chimpanzés, ils font tester une plante par un membre de la tribu, de la harde, ou je ne sais pas comment on dit pour les chimpanzés. Et si jamais ils meurent, tant pis, mais au moins ils le retiennent. Et ça, c'est de l'empirisme que les tribus de natifs ont accumulé, et qui représente beaucoup de connaissances, et qui représente aussi une compétence pharmaceutique qui n'est pas à mépriser. L'ayahuasca est très très intéressant contre la dépression, par exemple. Et quand tu penses qu'aujourd'hui il y a des électrochocs, on fait encore ça, te mets une sonde dans la langue, on te passe le cerveau à la moulinette. Du temps de John Fitzgerald Kennedy, on faisait de la trépanation, putain. Donc t'avais des gars qui étaient en comité, qui étaient en chaire, et qui étaient en congrès de médecine. Ah ouais, trépanation, très bien, lobotomie frontale, excellente. Et après, vous appelez ces mecs qui font l'ayahuasca des sauvages. Ça fait 5000 ans qu'ils le font. Donc non, il ne faut pas les mépriser, ces types. Et vous pourrez voir, d'ailleurs, tu peux diagnostiquer le caractère mécanique, la pensée pétrifiée et ossifiée d'un académique à sa propension à disqualifier ce genre de tradition. Et tu pourras relever au contraire des universitaires particulièrement développés et conscients, comme Robert Einstein et des gens comme ça à Stanford, au contraire à leur respect pour ces compétences empiriques, certes non écrites, mais très très profondes. Spiritualité, science, il n'y a pas de combat à mener. Tous les plus grands scientifiques de la révolution scientifique étaient profonds spirituels. Depuis Al-Khazali, Al-Khwarizmi, bien entendu Isaac Newton, qui se présentait comme alchimiste, le mec. Sur sa carte de visite, s'il en avait eu une, c'était alchimiste. Bonjour. Alors, tu rajoutes à ça Einstein, qui était un barjot de la spiritualité, qui a fait tout son travail autour d'une idée qui était une intuition spirituelle, qui était « je veux que les lois de la physique soient les mêmes dans l'univers », c'est une intuition spirituelle. L'abbé Lemaître, le père de la théorie du Big Bang, c'est très marrant de voir que on a enlevé ça un peu de l'histoire scientifique en disant cette espèce de pseudo-rationalisme qui est complètement bidon. La spiritualité et le rationalisme ne sont pas du tout opposés, bien au contraire. En réalité, donc l'abbé Lemaître, il part du principe que l'univers doit partir d'un point, c'est son délire personnel, c'est un délire spirituel. Il s'est dit, Dieu est infini, et donc l'univers ne peut être qu'un point face à lui, donc je veux que l'univers parte d'un point. Et là, il va bricoler ces équations pour qu'elles marchent, pour qu'elles forcent. C'est comme disait Einstein, si les faits ne confirment pas la théorie, changez les faits. Eh bien, l'ami l'abbé Lemaître, c'est je bidouille ma théorie pour qu'elle parte de ce principe-là. Tout le monde se fout de sa gueule.
Tu prends Fred Hoyle, l'inénarrable Fred Hoyle dont plus personne ne connaît le nom aujourd'hui, qui était un des pires ennemis de Stephen Hawking plus tard. Fred Hoyle était beaucoup plus vieux que Stephen Hawking, mais Fred Hoyle, il arrive, il dit mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, vous imaginez, enfin, si on suit l'abbé Lemaire au fond, ça veut dire que l'univers serait né dans un gros bang, un Big Bang, mais c'est ridicule. Et le nom vient de lui. C'est devenu la théorie. C'est l'effet Daft Punk. Tu vois, les Daft Punk, c'était pareil, c'était des critiques, pareil, dont plus personne ne connaît le nom. C'était une insulte. Et c'était d'obscurs critiques qui disaient comment vous appelleriez cette musique? Oh, vous savez, c'est du Daft Punk. Et ça les a encouragés à faire deux choses, à ne jamais montrer leur visage et à s'appeler comme ça. Donc voilà, bon, pour la spiritualité, la science a toujours progressé avec la spiritualité et les plus grosses avancées scientifiques de l'histoire ont toujours été faites par des gens Cantor, qui s'est fait démonter par Kronecker, il sait que ses travaux sur l'infini étaient bidons. Eh bien, Cantor, bon, je ne te parle pas de Derrida, je te parle pas. Donc, oui, la spiritualité, plus on en mettra dans notre système de recherche, mieux ce sera. Et avec les neurosciences actuelles, est-ce qu'on pourrait imaginer un jour un genre de cheat code? Alors ça m'est venu justement à la lecture de ton premier livre. Tu expliquais que de la même manière qu'en répétant un geste qui est nocif pour le dos, on peut se déclencher une hernie discale, en répétant une activité mentale qui est malsaine, on occasionne des maladies, des tas de choses qui sont nocives. Est-ce que via les neurosciences cognitives appliquées, on pourrait un jour se dire, ok, on a un cheat code pour inhiber ces phénomènes de dépression, par exemple, de mal-être, tout ce qui est lié aussi aux fausses croyances qui nous limitent et qui nous... Les croyances limitantes. Ouais, tout ça. Donc il y aurait ce qu'on appelle le drilling, sur lequel j'ai concentré mon prochain jeu vidéo. Eh bien, le drilling, donc répétition d'une certaine action jusqu'à ce qu'elle devienne une seconde nature. On peut en faire le meilleur comme le pire, mais aux États-Unis, on appelle ça un drill sergeant, précisément parce que son but dans la vie, en fait, c'est que tu ressortes un comportement, même sous la pression la plus intense, tout le temps, même en te faisant gueuler dessus, le comportement doit sortir. Genre démonter ton fusil. Quand tu es stressé, n'importe quel pompier te le dira, tu redescends à ton dernier niveau d'entraînement. Quand tu es stressé, il n'y a que les automatismes qui vont sortir. Donc il faut que tu penses, s'il faut que tu réfléchisses, tu as beaucoup moins de chances d'y parvenir. Donc quand tu es stressé, il faut que ça soit limite... c'est un réflexe de la colonne vertébrale, quoi. Limite, comme disait Einstein, justement, l'armée, tu as besoin juste d'une colonne vertébrale, c'est le savoir marcher au pas, quoi. Bon. Mais le drilling, il faut que ça sorte vite, avec un temps de réaction très court, donc. Et c'est à ça que ça sert dans l'armée, du sergent instructeur qui te gueule dessus et qui t'oblige à pouvoir démonter un fusil les yeux bandés, parce que, bah oui, si tu es dans une situation où il y a une nuit sans lune et qu'il faut être discret et que, manque de bol, ton fusil est enrayé, il y a de la boue, j'en sais rien, il va falloir que tu le démontes sans lumière. Et tu vas certainement pas balancer une fusée éclairante pour pouvoir commencer à voir comment ton FAMAS se comporte, ou ton HK416 pour aujourd'hui. Donc, en fait, le drilling te permet de... Alors, toujours à l'armée, cela dit, parce qu'il vient de l'armée, le drilling, permet de modifier des comportements. Par exemple, tirer pour tuer, c'est dur. L'humain n'est pas fait pour tirer pour tuer. Et à l'armée, quand ils se sont amusés à regarder les statistiques des gens qui arrivaient à tirer pour tuer, ils se sont rendus compte que tu avais deux catégories, grosso modo. Tu avais les psychopathes, les mecs qui ont des problèmes aux neurones miroirs, ils n'ont pas d'empathie, ils s'en foutent. Ça te donne de très très bons traders, banquiers, et en l'occurrence de gens qui peuvent avoir la Medal of Honor et tuer des gens. Et les autres, c'est souvent l'effet grand frère. L'armée, c'est devenu leur famille, c'est des gens dont le profil, bien souvent, est celui de personnes dont les parents sont morts assez tôt et qui ont dû s'occuper des plus jeunes, qui se sont retrouvés projetés dans la responsabilité très tôt et qui sont prêts à tuer pour protéger les gens qu'ils aiment. Ils tuent par amour, ces gens-là. C'est aussi bizarre que ça puisse paraître. Et en particulier, t'as une sniper russe dont le nom m'échappe, elle voulait pas toucher à un flingue, mais ça a été la sniper la plus dangereuse une des plus dangereuses de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, et elle explique qu'elle l'est devenue parce qu'elle a vu à un moment donné un enfant se faire buter par des nazis, et en voyant ça, elle a fait, mais il était tellement joyeux, il voulait tellement vivre, ils l'ont buté d'une balle dans la nuque, et là je suis devenu une machine à tuer. Pour entraîner des humains qui ne sont ni des sociopathes ou des psychopathes plutôt, ni des gens qui veulent protéger quelque chose, on utilise le drilling. Alors on les faisait, on les faisait s'entraîner sur des cibles c'est des visages humains. Avant c'était des cibles, c'était juste des cercles, et puis maintenant on met des visages humains, puis on s'est rendu compte que ça marche mieux. Alors le drilling est une affaire trop sérieuse pour être laissée aux militaires, comme d'hab. C'est-à-dire que ces techniques-là, il faudrait pouvoir les utiliser pour libérer les gens. Typiquement de l'impuissance apprise.
L'impuissance apprise, c'est la grosse saloperie de notre époque, de dire aux gens tu peux pas, enfin créer une entreprise, c'est trop compliqué pour toi, réussir c'est trop compliqué pour toi, faire médecine c'est trop compliqué pour toi. Désinstaller l'impuissance apprise des gens, c'est là que le drilling serait le plus intéressant, effectivement. Et ça pourrait être utilisé, c'est de la neuroergonomie, mais ça marche. C'est même pas besoin d'être invasif. Aujourd'hui, encore une fois, on obtient beaucoup plus de crédits de recherche quand on est invasif. On a découvert aujourd'hui, notamment avec les travaux de Nassim Nicolas Taleb, que tu as au moins un bon tiers, ça c'est dramatique, un bon tiers des travaux d'imagerie cérébrale, en particulier d'IRM, qui sont faux. Faux. C'est pas genre statistique un peu foireuse, c'est faux. Nassim Nicolas Taleb en ce moment, comme c'est un mec libre et profondément intelligent, il a balancé 2 pavés dans la mare. Le premier, c'est qu'il a sorti que le QI était pseudo-scientifique. C'est-à-dire le QI n'est pas plus sérieux que l'astrologie, et encore, j'aurais plus confiance en l'astrologie qu'en le QI. Ça n'a pas empêché tout un tas de directeurs de recherche au CNRS de dire « Ah ouais, le QI c'est très important, etc. C'est ceci, c'est cela, c'est reproductible. » Taleb, il arrive, il te fait une base statistique implacable. Il dit « Imaginez, vous faites un test sur 10 000 personnes, et ce test, vous allez faire comme pour le QI, vous allez essayer de démontrer qu'il se corrèle au succès dans la vie. » Bon. Et ce test, donc, il est aléatoire, il est au pif. Genre, je sais pas moi, tu sais, toucher son nez en passant par en dessous la jambe, etc. Bon. Et ce test, vous notez qu'il performe le mieux. Sur 10 000 personnes, vous avez un listing. Et ensuite, vous allez essayer de voir si les résultats à ce test se corrèlent aux résultats dans la vie de tous les jours. Seulement, imaginez dans votre listing, maintenant, vous avez pris 10 000 noms dans l'annuaire, mais il y en a 2 000 qui sont des mecs morts, ils sont au cimetière en fait. Donc vous allez leur noter 0 au test parce qu'ils sont morts. Et bien dans ce cas-là, votre test va se corréler au succès autour de 37%. Parce que le simple fait qu'il soit mort fait que bah oui, le succès d'un mec mort, c'est aussi 0. Donc le fait que là, pour ces 2000 personnes sur 10 000 qui étaient mortes, donc ont eu 0 au test, et qui étant mortes ont eu 0 aussi à la vraie vie, vous allez pouvoir dire qu'il y a un corrélat de 37% en sciences actuelles, c'est du caviar. Hein. Donc, une corrélation. Donc, le QI, Taleb est arrivé en disant ça ne mesure que l'inintelligence extrême, c'est-à-dire si tu as 40, ah bah oui, ça le mesure. Par contre, tout le reste, c'est du gros pipeau, c'est pas du tout reproductible comme ils le disent, et en plus de ça, ça se corrèle absolument pas à la vraie vie, avec un grand V. Et son truc a été implacable, et il devrait avoir balayé tout un tas de gugus qui ont fait du QI leur cheval de bataille pendant 50 ans. Mais au-delà de ça, Taleb étant probabiliste bien meilleur que tous les guignols qui utilisent des probabilités comme outil sans trop savoir comment ils le font. Et en imagerie cérébrale, c'est aussi violent, c'est-à-dire qu'en IRMF, typiquement fonctionnel, c'est une des grandes raisons pour lesquelles l'utilisation de l'IRMF n'a jamais donné de prix Nobel en soi. Sa découverte en a donné, mais l'utilisation avec des corrélats, tu sais qu'en IRMF, en plus, on a tendance à laisser entendre que la corrélation est un lien de cause à effet, ce qui est totalement anti-scientifique. Mais au-delà de ça, il y a un bon tiers des publications à comité de lecture en imagerie cérébrale qui sont juste fausses, qu'il ne faudrait pas utiliser pour en tirer des conclusions. Alors, c'est pas que en imagerie cérébrale, mais ça serait pas un tiers. Si tu veux, des cas où les statistiques sont mauvaises, bidons, où il y a eu ce qu'on appelle du p-hacking en statistique. Dans les publications à comité de lecture, les taux de faux sont très élevés, et une étude à Stanford le fixait à autour de 20%, si ma mémoire est bonne, sur à peu près toutes catégories confondues, donc y compris Science, Nature et tous les trucs qu'on vénère actuellement. Mais en imagerie cérébrale, c'est encore pire. Et tu as des gens qui ont fait carrière, tu as des gugus qui ont 300, 350 publications. L'histoire, à leur mort, retiendra quasiment rien d'eux, parce qu'on sait très très bien qu'une énorme partie va être balayée par la marée de la réalité scientifique. Donc il faut faire très attention à ça, sur notre modèle aujourd'hui de transmission, de création de savoir aussi est à revoir, est à améliorer. Et on le voit sur tous ces gamins dont j'avais parlé, Jack Andraka, qui met quand même au point un système pour diagnostiquer le cancer du pancréas, Taylor Wilson, je pourrais te parler aussi de ce gamin qui avait inventé la méthode pour produire du graphène. J'ai oublié son nom, mais c'est juste lui qui s'est dit, attendez, si le graphène c'est une couche monoatomique de carbone, on va prendre un morceau de scotch sur un bout de graphite, on va tirer, puis ça va faire une couche monoatomique de carbone. C'est une excellente façon de produire du graphène aujourd'hui. Et ses professeurs étaient complètement aux fraises là-dessus. Donc la façon réelle de créer du savoir, et en particulier des innovations technologiques de rupture, c'est pas... tu sais, il y a
cette blague de Moulay Nasruddin, où il va à l'office des brevets, il veut breveter une baguette magique. Et le mec de l'office du brevet lui dit mais ça n'existe pas une baguette magique. Alors il prend la baguette, pouf, il le fait disparaître. Et c'est ça la réalité, c'est-à-dire la vraie vie, c'est ta baguette magique. Le type il peut te dire elle n'existe pas ta baguette, mais si elle marche, pouf. Bon. Alors après, évidemment, dans la vraie vie, si tu as une invention, les gens vont arriver en disant non, vous savez, elle peut être dangereuse ou ridicule. Là, dernièrement, tu as vu cet overboard de Frankie Zapata. Macron l'a carrément mis au défilé du 14 juillet. Bon, pour faire oublier que pendant 10 ans, ce mec, on lui a tapé dessus, on l'a menacé de prison, on l'a intimidé, à partir du moment où on ne pouvait plus lui taper dessus, ah là, il fallait le mettre au défilé du 14 juillet. Donc, j'aimerais qu'il n'y ait pas à passer par 10 ans de coups sur la gueule pour les grands innovateurs avant d'adopter leur technologie. De toute façon, ces mecs-là, en général, ils se cassent. Moi, mon directeur technique ici, c'est un Français, il s'est cassé. Il vit en Suisse, il en avait plein le cul, il s'est cassé. Aujourd'hui, il est reconnu dans tous les sens, il brevette, mais bon, en France, non. Donc, c'est ça, le fait, tu vois, moi ça m'a mis sur le cul d'apprendre qu'un tiers des publications à comité de lecture en neuroimagerie étaient bidons. Bidons, tu sais, et que le QI est pseudo-scientifique, c'est la réalité. Un type qui t'a parlé de QI, un type qui a parlé de QI dans sa carrière, c'est le type, il aurait pu te parler d'astrologie, cross-phrénologie, cross-eugénisme, c'était pareil. D'ailleurs, très très souvent, les gars qui te vendaient le QI, c'était des gros eugénistes en puissance. Hein. Très souvent, c'était des mecs qui étaient chauds pour faire des banques de sperme de prix Nobel et qui étaient les premiers à te dire qu'il fallait castrer telle ou telle partie de la population, puis qui étaient les premiers aussi à te dire let's go, carte mondiale du QI par pays. Ah merde, le Nigeria, il est bas et tout. Tu sais, t'avais Stéphane Molineux, l'inénarrable Stéphane Molineux. T'as des sous-Stéphane Molineux en France, mais je ne vais même pas mentionner leur nom, ça mériterait pas la peine. Mais Stéphane Molineux, il arrive, il te fait, vous savez, si on avait pris le temps d'étudier le QI national irakien, eh bien, on se serait rendu compte qu'avec leur QI national, une république jeffersonienne n'était pas à leur portée. Mec, vous avez détruit le pays, vous les avez ramenés à l'âge de pierre, et maintenant vous êtes en train de dire « Ah, mais c'est la cause de leur QI, tu sais, qu'ils peuvent pas... » Et t'as Taleb qui lui a arraché la tête à Molineux, il a fait les Sumériens ont inventé l'astronomie, la numération, l'arithmétique élémentaire, la pharmacie, la chimie, la métallurgie, l'agriculture, l'écriture, bordel de merde. Et toi, tu parles de leur QI. C'est incroyable. Et tu laisses aller ces mecs-là, ces QI fanboys, ou certains les appelaient les QI razzi, je crois. Bon, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Heureusement que tu as des mecs courageux comme Taleb qui sont complètement indépendants scientifiquement et politiquement pour qu'ils balancent ça. Parce que sinon, ça aurait continué, quoi. Idriss, c'est bientôt la fin de l'interview. Moi, j'aimerais te proposer un petit jeu, là, rapidement. Je te propose de te donner quelques phrases, comme ça, voilà, ça peut être 2-3 mots, ça peut être un concept, peu importe. Et je te propose de me dire si tu es plutôt d'accord, pas d'accord avec ça. Mots, phrases, onomatopées. Okay. Le silence est permis. Si tu es chaud, c'est parti. Ce que l'on croit finit par devenir réel. Ah, je peux dire que oui, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. À force de le croire... Ouais, c'est ce que tu as dans ta tête. Je peux faire des commentaires ou je dois aller juste aller... Oui, non, tu peux, vas-y. Je me rappelle du cas d'un type qui a été pris en otage. Et tu sais, les FARC, quand ils te prennent en otage, comme ils n'ont pas de prison physique parce qu'ils doivent être tout le temps en déplacement, ils essaient de mettre la prison dans ta tête. Donc ils font de l'impuissance apprise et ils font répéter aux otages solo, pour te dire que tu es seul. Et il y avait un gars qui avait été pris en otage, c'était pas par les FARC, mais enfin je suis pas sûr, mais il était dans une prison physique. Et pour pas perdre la boule, tous les matins, il imaginait qu'il avait une ferme. Et il imaginait qu'il avait une ferme et qu'il allait traire sa vache. Et il voyait le truc, hein. Vraiment, il se mettait en état de méditation. Il dit, allez, je tourne à gauche, je vais aller traire Marguerite. Et puis, il y a le coq qui chante. Il s'était tellement mis là-dedans, c'était vrai pour lui. Parce que c'était devant lui, quoi. Ce que l'esprit a... Et pour les bouddhistes, quand on meurt, c'est ça. C'est-à-dire pour les bouddhistes, quand tu meurs, tu as un très beau passage dans les BD de Jodorowsky qui s'appuie beaucoup sur ça, où à un moment donné, tu as des soldats, je crois que c'est dans les métabarons, la caste des métabarons, ou les technopères, où tu as des soldats, au lieu de leur donner à manger, on leur donne la manne. Donc une sorte de pâte violette qui se transforme en ce que tu veux. Et comme c'est des soldats, ils font un steak frites. Mais
les métabarons, alors eux, ils te font des trucs complètement dingues parce que leur esprit est à un level où voilà, c'est de l'ambroisie, du nectar, etc. Bah, selon les bouddhistes, quand on meurt, c'est ça qui nous arrive. C'est-à-dire, on arrive dans le monde où ce que notre esprit, ce sur quoi il se concentre, c'est ça qui arrive. Dans ce monde-là, heureusement que c'est pas le cas, parce que tu sais, il y a un proverbe arabe qui dit si tu veux détruire un humain, tu lui donnes tout ce qu'il veut. Et donc, selon l'état où tu arrives dans l'autre monde avec ton esprit, selon comment tu as entraîné ton esprit, d'ailleurs, selon les bouddhistes, mais pas que, hein, les soufis, etc., le seul but de ce monde, c'est ça. Le seul but de ce monde est d'être une salle de muscu pour l'esprit. C'est tout. Ce monde n'est qu'un net conscience. C'est-à-dire toutes les épreuves, toutes les conneries, les guerres, etc. Seul but de ce monde, c'est pour t'apprendre à bien maîtriser ton esprit. Et ce type-là, donc, qui était pris en otage, bah, l'épreuve du monde, ça a été de lui apprendre à matérialiser une ferme dans sa tête pour ne plus subir physiquement les abus auxquels il était soumis. Donc oui, si on croit à quelque chose, il devient réel. Ouais. Le meilleur guide, celui qu'on devrait écouter le plus souvent. Ouais, c'est nous-mêmes. Ouais. C'est nous-mêmes, c'est super dur à dire. Tu vois, je prends une gueule un peu d'enterrement quand je le dis, mais c'est nous-mêmes. Le meilleur guide, c'est nous-mêmes. Mais faut le trouver, quoi. Parce que c'est nous-mêmes, mais tu sais, t'as un bel épisode de Gaston Lagaffe où il s'est fait une petite grotte. Pour moi, c'est le plus bel épisode de Gaston Lagaffe. Il s'est fait une petite grotte dans le courrier en retard. Il a son petit réchaud où il fait sa morue aux fraises préférée, là. Et puis, il le cherche parce qu'il voit le bordel que c'est. Ils partent avec ta prunelle et tout, qui partent avec les lampes frontales. Et puis, quand il le retrouve là, comme ça, il se sent apaisé, il s'est fait son petit terrier, il y a la radio, il dort avec son chat, ils ont plus envie de repartir. Le maître intérieur, c'est ça, c'est-à-dire il est perdu à travers des tonnes de courriers en retard, hein, qui sont notre ego, notre ce qu'on veut. Et le maître intérieur, il est planqué dans cette... Faut avancer, mais il est là. Voilà. Donc quand je dis c'est nous-mêmes, c'est pas le cheval noir de Platon, hein, c'est plutôt le blanc, ou c'est plutôt même le maître du carrosse. Et celui-là, c'est le meilleur des maîtres. Ouais. Être heureux, c'est confortable ? Ouais, mais c'est ça qui est marrant, c'est-à-dire que tu as des gens qui sont, comme ce type-là, pris en otage, tu as des gens qui sont matériellement dans la merde et qui sont plus heureux, dans un confort mental plus grand. Donc c'est une réalité que tu peux être matériellement dans le confort et mentalement dans la souffrance absolue. C'est une réalité totale, hein, et objective, et c'est pas comment dire, philosophique dans le sens bas de gamme du terme. Si tu te concentres sur de la haine, sur de la rage, tu peux être dans un putain de 5 étoiles avec des servants et tout, tu seras pas heureux. Hein. Et je pense que Mohammed Ben Salman en Arabie Saoudite, il est pas heureux. La zone de confort pour toi ? Ouais, bah c'est un piège, c'est une prison. C'est une prison. La zone de confort, faut s'en méfier. Vraiment, faut s'en méfier. C'est un proverbe soufi qui dit dans le fond des océans, il y a des richesses incomparables, mais si tu cherches la sécurité, c'est sur la rive que ça se passe. Et il y a beaucoup trop de gens qui vont rester sur la rive et qui vont en plus avoir le plus grand mépris pour les gens qui ont décidé d'aller explorer la mer. Alors, à beaucoup de niveaux de lecture, ça peut être vu comme l'interprétation du Coran. Tu vois. Pour les musulmans, le Coran, c'est une mer. Et c'est une mer dans sa totalité. Il a certes une surface qui peut être agitée ou calme. Tu as certaines sourates du Coran, c'est vachement agité quand même à la surface. Mais il faut voir le Coran dans sa totalité. Et les gens qui restent sur la rive et qui n'observent que la surface de cette mer vont être les premiers à attaquer et à se moquer des gens qui essaient de voir toute la profondeur du truc. Donc c'est valable pour beaucoup d'aspects de l'existence, cette méfiance que nous devons avoir envers la zone de confort. Le meilleur remède à la peur ? Le meilleur remède à la peur, c'est la joie. C'est marrant, mais tu prends dans les parades nuptiales, les animaux vont prendre plus de risques. Et ils sont dans un état de peur. Tu sais, quand on tombe amoureux, quand on a un coup de foudre, on a une réaction hormonale qui est comparable à la réaction fly-or-fight, en fait. Noradrénaline, etc. Et on va être, cortisol, tiens, si je ne me gourre pas, on va être dans un état de focus, comme si on était terrifié, en fait. Et dans un état de fly-or-fight, imagine, tu as un lion qui t'a mis dos au mur, bah là tu vas essayer de te battre. Tu n'as aucune chance, mais tu vas essayer quand même. Tu es dos au mur de toute façon, tu n'as pas le choix. Donc ton corps va envoyer tout. Quand
on va prendre le cas d'une relation hétéro pour simplifier. Tu rentres dans un bar, tu vois une méga jolie blonde qui te plaît. T'as une réaction de flyer fight aussi. C'est pour ça que des gens perdent leurs moyens. Et c'est aussi pour ça que les nanas hétérosexuelles, bien souvent, sont attirées par l'assurance. Il ne faut pas que ça devienne de la sale cognitude, mais l'assurance est quelque chose qui est très régulièrement considéré comme sexuellement attirant. Pour plein de raisons. Tu as le côté, tu sais, chasseur, tu vas pouvoir la protéger. Enfin, on a évolué là-dessus, quoi. C'est plus forcément le cas maintenant. Mais... Et dans une situation où tu as le coup de foudre, tu as une voie de sortie. C'est pas comme un lion qui est dos au mur, là, si tu le bats pas, tu vas mourir. Mais là, tu as une porte de sortie, ce qui fait que la plupart des gens vont pas aller lui parler à la jolie blonde. Mais on a la même réaction que le flyer fight. Mais on le ressent pas comme ça, c'est-à-dire c'est agréable d'avoir le coup de foudre. Même si on n'aboutit pas, c'est agréable. Donc la meilleure solution à Thanatos, c'est Eros, en fait. L'amour. L'amour dans tous les sens du terme. Alors ça peut être porneia pour les Grecs, mais agapé plutôt, évidemment. L'amour un peu high level, c'est la meilleure solution à la peur. Ouais. Agapé, c'est le je t'aime. Ouais. En grec actuel, en grec moderne, c'est je t'aime, mais agapé au sens platonicien, c'est l'amour inconditionnel et sans rien attendre en retour. Voilà, c'est exactement ça. C'est le je t'aime, mais qu'est-ce que ça peut bien te faire, quoi. Voilà. Pour trouver sa voie, il suffit de faire ce qu'on aime, il suffirait de ça. Hein. Tu regardes tous les cas les plus marquants, comme Wallace Chan, l'ikigai des Japonais. Hein. Pour trouver sa voie, il suffirait de se concentrer. Tu sais, ça prend à peu près 10 ans aujourd'hui, hein, dans l'état actuel. Ça prend à peu près 10 ans de percer dans à peu près n'importe quel domaine. Et ouais, pour trouver sa voie, il suffirait de suivre, écoute ton cœur. Ça paraît tellement cliché, et pourtant c'est tellement vrai. C'est tellement vrai, exact et frontalement vrai, quoi. Mais bon, il y a peu de gens qui ont le courage de le faire. Et enfin, question piège peut-être, peux-tu me donner une bonne raison de ne pas faire ce qu'on aime dans la vie ? Une bonne raison de ne pas faire ce qu'on aime dans la vie, c'est d'être pas encore prêt à l'aimer, souvent. Il y a des choses qui peuvent être bonnes pour nous et qu'on n'est pas encore prêt à aimer. Et c'est souvent ce qui fait qu'on peut être repoussé par soit un plan de carrière, soit quelque chose qui serait bon, qui serait à notre avantage, mais dont on ne déclarerait pas devant un micro qu'on l'aime. Et ça peut arriver, ça. Ça peut arriver qu'on ait des choses qui seraient bonnes pour nous, mais qu'on déclare ne pas aimer. Donc c'est ça la bonne raison, en fait, c'est d'être pas encore prêt à l'aimer. Voilà. Excellente réponse, je m'y attendais pas. Écoute, j'avais prévu un petit peu qu'on parle de ton actualité, ouais. Si tu es d'accord avec ça. Alors, je me demandais ce qui se passe en ce moment pour toi, sur quel projet travailles-tu ? Là, je te fais un petit melting de tout ça. Est-ce qu'il y avait des nouvelles avancées pour General Bionics concernant le biomimétisme ? Où en est le logiciel Créage ? Et quel rêve tu as encore à réaliser ? Donc voilà, j'ai un petit mélange de tout ça. Si tu veux, on va reprendre, alors je vais commencer par Créage. Tu sais, ça c'est le projet que j'abandonnerai jamais. Qui pourtant te prend du temps. Mec, c'est extraordinairement dur. Mais tu sais, j'ai commencé Créage en 2009. Comme réflexion, c'était à Stanford, c'était ce qu'on appelait les univers Merleau-Pontiens, et la réflexion c'était que serait devenu l'ordinateur s'il avait été pensé par des gens comme Merleau-Ponty, comme Bergson, c'est-à-dire des gens pour qui la fonction cognitive supérieure c'est le mouvement plutôt que le langage. Tu as eu la philosophie analytique à laquelle on doit le fait que les ordinateurs aient un clavier, c'est tout bête, mais le lambda calcul, Church, Alonso et puis Turing, c'était l'aboutissement technique de la philosophie analytique de l'époque et le positivisme logique précisément. Les ordinateurs ont un clavier suite à ce grand mouvement philosophique, mais parallèlement, tu avais un autre mouvement philosophique qui disait la base du neurone, c'est le mouvement, ce qui est vrai d'ailleurs d'un point de vue évolutif. Les organismes qui ne bougent pas n'ont pas de neurones, les arbres n'ont pas de neurones. Ça ne les empêche pas d'avoir une cognition très avancée, mais ils n'ont pas de neurones. Et c'est-à-dire que serait un Internet basé sur le mouvement à la Minority Report, qui a été inventé d'ailleurs au Media Lab du MIT. Et donc à Stanford, on avait fait une école d'été là-dessus, avec Jean-Yves Hurtebise justement. Et en fait, j'avais mis du pognon personnel à chaque fois là-dedans. La techno n'était pas mûre. Alors, au tout début, 2009, etc., on se demandait JavaScript, tu avais un truc qui s'appelait BumpTop. Là, on a fait une levée de fonds qui a levé quand même pas mal. 35 000, c'est cool. Je veux dire, je ne peux pas dire que 35 000 balles levées, c'est un échec. Mais évidemment, on cherchait à atteindre, nous, les 150 000. Donc, on a revu notre copie.
Pour l'instant, j'ai autofinancé Créage et c'était même le sujet central de ma thèse à l'école polytechnique, donc c'est vraiment un truc en lequel je crois. Pour l'instant, je prépare une nouvelle levée de fonds pour ça, mais privée cette fois. Je ne la ferai pas publique, j'en ferai une publique éventuellement quand je serai sûr absolument que là, on a les fonds à côté pour le sortir. Maintenant, je sais qu'il faut vraisemblablement sortir Créage comme un navigateur. C'est-à-dire que juste une extension, les gens n'étaient pas intéressés par ça. Une extension de navigateur, tu vois. Mais à l'époque, j'avais voulu faire une extension parce que la techno n'était pas prête. Faire un navigateur, il fallait 800 000 balles. Enfin, il fallait un budget très conséquent pour sortir un navigateur complet. Et aujourd'hui, bah, tu as Brave. Alors, c'est un très très bon navigateur. Je ne suis pas payé par Brave, mais là je le dis en vidéo. Le Brave browser qui a été créé par les mecs de Firefox, par les mecs qui ont inventé JavaScript. C'est un navigateur qui bloque la pub, et si jamais il y a un contenu qui te plaît et tu veux quand même qu'il ait un financement, parce que tu sais très bien que les gens n'écrivent pas gratuitement, eh bien tu peux décider de lancer des pubs sur leur plateforme et tu reçois des tokens qui s'appellent des BAT, Basic Attention Token, qui sont des tokens Ethereum, cette crypto-monnaie. Et tu reçois ces tokens, ils ont levé, avec les tokens, je crois qu'ils avaient levé, si ma mémoire est bonne, 35 millions en 27 secondes. Quand ils ont fait l'ICO BAT, en 27 secondes, poum, les gens cliquaient pour en acheter, terminé. Voilà. Et Créage, je pense que son avenir, c'est de ressembler au navigateur Brave. Donc, si je devais donner de l'actualité sur Créage, c'est là-dessus que je planche pour l'instant. Et je suis en train d'essayer de sécuriser des financements. Pour le biomimétisme, je continue à travailler dessus. J'étais consultant à titre individuel. J'ai créé un labo, General Bionics, qui incube notamment une thèse de doctorat. Et on continue là-dessus. C'est un labo. General Bionics n'a pas le bon financement. Je vais être très honnête avec toi. J'ai été encombré par des associés qui n'étaient pas compétents. Donc, je suis obligé de déplacer certains projets vers d'autres aujourd'hui d'autres structures, mais bien évidemment le biomimétisme c'est ma vie. Bioniria, qui est ma fondation, tourne exactement sur ce sujet, et j'ai le directeur scientifique de la fondation Bioniria qui s'appelle Karim Amri, qui avait la plus grande collection d'animaux venimeux d'Europe, qui part en Amérique du Sud faire de l'herpétologie et de la cartographie des reptiles et des batraciens. C'est un type extraordinaire, c'est un gars comme il n'y en a qu'un par génération. Il part avec sa chérie et collègue qui s'appelle Joy. Ils ont pris une sorte de camion militaire au surplus pour pouvoir parcourir comme ça des espaces inhospitaliers en Amérique du Sud et inventorier les reptiles et les batraciens avant qu'ils s'éteignent. Ma fondation avait couru la route du Rhum avec Erwan Tiboumeri qui a porté les couleurs de la fondation Bioniria, donc je devrais dire maintenant notre fondation, puisque une fondation ça n'appartient à personne, en tout cas en Suisse ça appartient à son objet social, donc j'en suis le fondateur, mais Karim Amri elle lui appartient autant qu'à moi, autant qu'il poursuit ses travaux d'herpétologie. Et puis donc on a ce jeu vidéo qu'on va bientôt sortir, Game of Logos. C'est le Royaume du Maroc qui l'a commandé, en particulier l'Université Mohamed VI Polytechnique, que je salue au passage, qui a cru en nos travaux, qui s'est comporté comme un véritable innovateur, limite business angel. C'est des gens qui sont à la pointe. Ils ont créé une université comme ça, dans laquelle ils ont injecté des centaines de millions de dollars pour faire une université africaine qui soit à la pointe pour éviter la fuite des cerveaux. Aujourd'hui, ils ont un retour des cerveaux. Cette université a à sa tête notamment un ancien polytechnicien qui est revenu au Maroc, qui s'appelle Hicham El Abti, et qui fait partie de ce retour des cerveaux au Maroc. Le Maroc aujourd'hui rentre de plus en plus de devises, et va rentrer de plus en plus de cerveaux, qui est la devise de demain, qui est la devise d'aujourd'hui en fait. Et ça, c'est super excitant. Bosser pour, tu sais, je suis africain. J'ai mon passeport algérien, personne n'est parfait, mais je suis africain et je revendique le fait d'être africain, et je suis très souvent en Afrique. J'ai créé la première société de ma vie en Afrique en 2009, on a planté 20 000 arbres, on a alphabétisé 150 familles, on va continuer, je cherche des volontaires d'ailleurs, c'est au Sénégal, c'est à Richard Toll, je cherche des volontaires d'ailleurs pour faire une campagne sur le super adobe. Donc le super adobe est une technique de construction en terre stabilisée, et je voudrais former, maintenant qu'on les a formés au maraîchage et à l'agroforesterie, ces femmes, j'aimerais qu'on les forme à la construction. Super adobe. Et il y a un manuel qui s'appelle Earthback Building. Le PDF est disponible gratuitement sur Internet. Donc si jamais il y a des volontaires pour faire une mission humanitaire, j'en cherche. Et je peux leur prendre bien évidemment tout le déplacement, etc. Ça serait une campagne d'1 mois, et leur but serait de former sur un chantier au Sénégal à la construction en super adobe. Donc voilà un peu les trucs de mon actualité. On a parlé de Créage, on a parlé sur l'intelligence artificielle, je travaille aussi. Et puis sur Syracuse, j'ai quelques petits théorèmes.
J'ai quelques petits théorèmes sympatoches. J'ai publié 7 théorèmes déjà sur le problème de Syracuse. J'en ai encore 7 autres qui ne sont pas publiés. J'ai des petites choses intéressantes qui peuvent sortir. Voilà. Je parlais de Syracuse et de l'intelligence artificielle, mais mon prochain bouquin sortira bientôt. Alors, j'espère pouvoir le sortir pour le mois de mai, comme je suis en levée de fonds pour l'instant pour ma boîte. Bien évidemment, je vais devoir me concentrer là-dessus. Mais j'essaie de le sortir pour le mois de mai, mon prochain bouquin sur l'IA notamment. Sur l'intelligence artificielle. Ouais. On a un titre en avant-première, on a un exclu. Ça, mon éditeur me tuera. Ah, si ok. Je vous balance un titre. Le business et le business. Non, c'est pas business is business, mais c'est que pour l'instant, on est en train de discuter plusieurs titres possibles. Et que, ouais, c'est encore en réflexion sur le. D'accord. Ok. Bah, écoute, on l'attend avec impatience. J'aimerais te poser une dernière question. Peut-être pour inspirer les gens qui nous regardent, les jeunes. Je me demande s'il y a des choses que tu aimerais encourager tout de suite dans ce monde. Selon toi, de quoi est-ce qu'on a besoin aujourd'hui et demain? Pour moi, on a besoin de désinstaller les 2 grands mensonges de la révolution industrielle, à savoir nature ou emploi, il faut choisir, et produire ou s'épanouir, il faut choisir. Donc libérer votre cerveau, mon premier bouquin, je l'avais fait sur le mensonge produire ou s'épanouir, faut-il choisir? C'est-à-dire est-ce que soit on est productif et dépressif, soit on est épanoui mais on est un glandeur. Et le deuxième mensonge de la révolution industrielle, donc c'était nature ou emploi, il faut choisir. Qui est le problème de l'écologie actuelle? C'est-à-dire tu as l'écologie punitive, tu as l'écologie qui dit on va tous crever, apocalyptique, etc. Tu as de l'autre côté les grilles dans les pays émergents qui sont en mode hop, nous on a été semi-colonisés, voire colonisés complètement par vous parce qu'on n'était pas industrialisés, on ne fera pas l'erreur 2 fois, on s'en bat les couilles de l'environnement, nous ce qui compte c'est d'avoir de l'emploi et de la croissance économique. Alors je ne dis pas que la Chine en est là parce que la Chine au contraire est totalement sur le fil. Eux ils savent très bien que s'ils ne font pas 6% de croissance, ils perdent le pouvoir. Ah, ils en sont conscients, chaque jour que Dieu fait. Quand ils se lèvent, s'ils ne font pas 6% de croissance, ils savent qu'ils vont crever. Et enfin, que le Politburo disparaît. Et en même temps, ils savent que le prochain Tiananmen sera écologique. Ils savent que la prochaine fois qu'il y aura des gens dans les rues de Chine continentale, je ne parle pas de Hong Kong, etc., mais de Chine continentale, la prochaine fois qu'il y aura des étudiants en train de manifester à Pékin ou à Shanghai, ce sera parce que tu as des villages du cancer, parce qu'il y a des endroits où on ne voit pas à 5 mètres en hiver à cause des particules fines et de la suie. Donc ils savent que s'ils ne trouvent pas un moyen d'avoir les deux, c'est cuit. Or, les fables de Gunther, c'est un bel exemple d'avoir les deux. On a un papier qui est waterproof, qui est avec une résine biosourcée maintenant, plus évidemment des déchets miniers. Donc c'est les premiers à être au courant et je suis convaincu que le pays qui aura le plus de soft power au XXIe siècle, c'est le pays qui aura manifesté un modus vivendi avec à la fois l'écologie et l'économie. C'est le plus grand enjeu du XXe, il n'y en a pas d'autre. Hein. Avec le vivre ensemble qui va avec, bien entendu. Donc, tu vois, les Romains, par exemple, leur économie était merdique, alors qu'ils ont fait des réalisations extraordinaires, ils avaient une capacité de construction de fou, mais elle était merdique parce qu'elle était basée sur les esclaves. L'économie romaine s'est effondrée parce que c'était un modèle basé sur l'esclavage, avec un nombre d'esclaves absolument énorme, et puis la révolte des esclaves et des gladiateurs avec Spartacus, tous crucifiés. Enfin, bon, même si ça, c'est juste avant l'Empire, l'Empire romain vit des esclaves et il s'effondre à cause de cette dépendance à une économie de rapine où il est obligé en permanence d'aller absorber des provinces nouvelles pour choper des esclaves et des richesses. Entre l'Empire romain et le Haut Moyen-Âge, il y a la féodalité qui a une forme d'esclavage soft, qui est déjà mieux. Tu demandes à un esclave s'il préfère être esclave ou serf, c'est quand même un peu mieux d'être serf. C'est pas top, mais c'est mieux. Et puis ensuite, tu vois, la soft power vient du modus vivendi systématiquement. Aujourd'hui, l'American Way of Life est la base de la mondialisation. Et puis, Abraham Lincoln parvient à être le plus grand politicien de tous les temps parce qu'il saisit au vol le fait que la guerre de sécession puisse être utilisée pour faire un judo pour abolir l'esclavage, qui n'était pas le but au départ. C'est que la guerre de sécession, elle n'a pas du tout commencé à cause de l'esclavage, même si c'est plus subtil. L'esclavage était au cœur, mais l'abolition n'était pas du tout dans les têtes aux premières années de la guerre de sécession. Puis Lincoln arrive à saisir cette opportunité de se dire qu'il n'y a pas eu 500 000 morts pour rien. Et les nouveaux défis, c'est l'abolition du déchet et l'abolition du suicide. Ça, c'est... Tu sais, Mohamed Younous disait un jour la pauvreté sera dans les musées. Bah, si le déchet et le suicide sont dans les musées, tu sais, le suicide c'est un marqueur de ce qui ne va pas. Hein. Si tu regardes le taux par habitant au Japon, le taux par 10 000 habitants, un jour il n'y en aura plus. Et tu regardes les taux de suicide alors. Pareil, hein, je retire sur les ambulances, pardonnez-moi, mais
Polytechnique, Normal Sup. Tu vois que c'est des modèles malades par le nombre de suicidaires qu'ils produisent. Tu vois que c'est des tumeurs éducatives, ces organisations, par le nombre de... Ça ne peut pas être bon. Une machine à dépression comme ça ne peut pas être bonne. Bon. Donc le jour où, tu vois, les planteurs de coton qui avaient autant d'esclaves fouettés, ils disaient, mais si, regardez tout le coton qu'on produit. Normal Sup, ils vont être les premiers à dire, regardez les médailles Fields qu'on produit. Oui, mais à quel prix ? Regardez tout le coton qu'on produit. Oui, mais tu les montres, les scarifications, tu les montres, les femmes violées, tu les montres, les hommes à qui on a coupé des pieds, etc. Vous les montrez, vos suicidés. Vous les montrez, vos dépressifs chroniques. Vous les montrez, vos gens qui n'ont plus envie de vivre parce qu'ils sont chez vous. Ça en fait des choses à combattre. Ouais. Idriss, merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci à vous. À très bientôt. Wow! Ce timing parfait. Magnifique. Juste la batterie là.